toi sur cette session de supervision de pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Ataloziti, je suis la directrice générale de Consulte ADNR, cet outil digital qui vous aide à consulter de façon conforme au RGPD et surtout de façon scientifique. Je suis également la directrice générale d'ADNR Formation, d'ADNR Santé, d'ADNR Family. Et c'est là où on dit elle est folle la meuf. J'ai la chance d'avoir une bonne vitalité étant naturo depuis très longtemps. Et je suis également la présidente du syndicat et la responsable de la branche des métiers du bien-être. Si vous êtes là aujourd'hui avec mon amie Charlotte, parce que j'ai pas mal de confrères, mais Charlotte c'est une amie et je la remercie d'avoir rejoint la team Consulte ADNR. Vous la connaissez peut-être pour certains sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas avare de conseils sur la pratique et les bonnes pratiques. Là, ce qu'on veut, c'est à la fois vous transmettre les informations sur la posture, et ça, c'est Charlotte, avec tout le temps qu'elle passe en termes de veille professionnelle, elle voulait passer du temps là-dessus. Et puis ensuite, de la supervision de pratique. Donc, toutes les deux, avec Charlotte, nous sommes naturaux. Donc, ça sera de la supervision de pratique naturaux. Là, avec Charlotte, c'est événements naturaux. À toi de jouer, ma belle, je te passe la parole. Merci beaucoup Alexandra. Donc bonjour à tous. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va rebalayer un petit peu certaines choses qui sont pour moi importantes dans la posture en tant que naturo. Déjà, c'est les qualités et les connaissances qui sont attendues en tant que naturopathe. Je vais vous parler aussi d'un code de déontologie, hein, n'est-ce pas Alex, qui est très intéressant et qu'il faut impérativement connaître. On va parler de cadre légal, de RGPD, parce que vous savez que ben, là, c'est de plus en plus important d'être conforme à tout ça. Tout ce qui va être posture et vocabulaire, on va aborder un petit peu quelques axes. Et surtout, je vais vous parler de la création de l'expérience client. Puisque c'est important aussi de parler d'un lancement de cabinet, d'un lancement d'activité en tant que naturopathe. Je vois beaucoup de choses ces dernières années et du coup, j'avais envie de vous donner quelques pistes aussi par rapport à ça. Et puis bien sûr, il y aura la partie cas pratique. Pour attaquer au niveau des qualités d'un bon naturopathe, déjà, la première chose que je vais vous partager, c'est que l'accueil de votre client dans un local qui est adapté, c'est un peu la base. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais pour autant, c'est extrêmement important de faire attention. Moi, ces dernières années, à titre personnel, hein, j'ai été confrontée à des trucs incroyables et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Mais on n'y pense pas forcément, mais avoir un local déjà qui est hyper accueillant, qui va vraiment permettre à la personne de se sentir bien quand elle vient vous voir, parce qu'il ne faut pas oublier que pour la personne qui vient vous voir, c'est une démarche qu'elle fait. C'est pas toujours évident. Peut-être que cette personne, elle a mis énormément de temps avant de prendre son téléphone et de vous appeler pour prendre un rendez-vous. Donc, il y a vraiment cette nécessité au niveau de l'accueil dans le local qui est très important. Donc, si vous consultez de chez vous, par exemple, ben voilà, faut faire attention sur le parcours du client, par exemple, pour accéder à votre bureau. Faut faire attention au bureau, hein. Le bureau, faut qu'il soit rangé. Enfin, c'est des trucs un peu bateaux comme ça, mais qui sont extrêmement importants. Moi, pour vous donner un exemple, un jour, j'ai fait un massage. Je ne savais pas que c'était chez la personne. J'ai atterri chez la personne. Il y avait du bordel de tous les côtés. Il y avait des chiens qui aboyaient pendant toute la consulte, enfin, pendant tout le massage. Donc, impossible de me détendre en fait et de prendre ce moment-là pour moi finalement. Et j'étais très, très déçue. Donc ça fait partie aussi de votre expérience client. C'est ce qui va faire que le client, il va revenir. C'est ce qui va faire que le client, il va parler en bien autour de lui, de vous, et qui va vous recommander. Ça part de là aussi, le bouche à oreille. Ça part de là aussi un lancement d'activité en tant que naturopathe. Le deuxième point, c'est concevoir, proposer un programme ou un bilan naturopathique de bien-être. Là aussi, ça peut paraître un peu bateau, mais faire votre programme d'hygiène vitale. Euh, Pareil, je vous donne un exemple. Euh, Quand on fait un PHV, si vous faites un PHV de 45 pages avec des copier-coller ou des choses comme ça, par exemple pour la partie nutrition, parce qu'on va se dire parfois, tiens, je lui donne je vais lui filer un régime anti-inflammatoire, etc. C'est toujours la même chose, c'est bateau, c'est basique, je fais mes copier-coller, etc. Eh bien, vous pouvez très bien vous retrouver face à une personne où 45 pages, pour elle, ça va être horrible. Ça va être trop long, ça va être compliqué, ça va la démoraliser. Rien qu'en recevant le truc, elle va se dire, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et au-delà de ça, vous allez aussi vous confronter à des erreurs. C'est-à-dire qu'en faisant vos copier-coller, par exemple, vous allez oublier que ben, cette personne-là qui est venue vous voir, elle est allergique aux oléagineux. Et vous allez laisser la phrase dans le PHV. Et quand elle va prendre son PHV, elle va dire, mais elle n'a rien compris. Je lui ai dit que j'étais allergique aux oléagineux. Donc, du coup, en fait, je sais pas, elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Ça, c'est pareil.
Des petites astuces comme ça, allez droit au but. Vous n'avez pas besoin de faire 45 pages. Très souvent, au début, quand on fait ça, c'est aussi parce qu'on a le sentiment, c'est ce que j'ai pu voir et c'est ce que moi j'ai pu vivre aussi au tout début, on a le sentiment qu'on n'en fait pas assez. Que si on leur colle pas la tartine d'informations, eh bien, ça justifie pas quelque part la consultation qu'ils ont fait avec nous et le tarif qu'ils ont dépensé pour venir nous voir en consultation. Donc, sachez bien une chose, c'est qu'ils sont pas du tout dans ces logiques-là, les consultants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat, c'est ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher du coaching, de l'éducation, de la motivation pour dépasser la problématique qu'ils ont et ce pourquoi ils sont venus vous voir. Donc, des fois, aller droit au but en quelques pages en leur disant, voilà, vous allez faire ça, faire ça, faire ça, et peut-être faire des fiches nutrition, des fiches de techniques de respiration, en leur disant, ben voilà, vous vous référez à telle fiche et à telle fiche, ce sera beaucoup mieux perçu. Donc, concevoir et proposer un programme, ça nécessite aussi une réflexion en amont dans votre pratique sur ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place, et vous organiser. Prévoir, organiser et conduire une consultation, ça, on va le voir là pendant justement l'heure, mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience client et il y a des choses que vous devez penser. Prévoir une consultation. Comment on va prévoir la consultation? Je sais que pour beaucoup, vous utilisez des logiciels de prise de rendez-vous en ligne. Je l'ai moi-même fait. À l'époque, on était encore autorisé sur Doctolib. J'ai eu mon petit compte sur Doctolib. C'est pratique, c'est efficace. C'est vrai que ça permet de gérer un agenda, voilà, c'est très bien. Par contre, petit conseil que je vous donne sur la prise de rendez-vous, c'est de toujours rebarder en fait au téléphone avec le consultant en amont le rendez-vous. C'est-à-dire que c'est important de prendre votre téléphone, d'appeler le client et de revalider avec lui le motif de consultation. Ça, c'est vraiment CQFD. C'est la première étape à faire avant même de recevoir votre consultant. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important de revalider pourquoi il vient vous voir. Et s'il y a une problématique de santé, de bien vérifier qu'il y a un diagnostic qui a été posé par un médecin et qu'il est suivi par un médecin traitant ou par un spécialiste pour sa problématique. Ça évite que vous vous retrouviez après derrière en consultation avec des personnes qui viennent vous voir parce qu'ils veulent arrêter leur traitement, parce que si, parce que si, parce que là, et que tout de suite, vous vous mettiez dans une position d'exercice légal de la médecine ou que vous vous mettiez dans une posture qui sera complètement contraire au code de déonto de la naturopathie. Donc clairement, il faut rebarder ça en amont au téléphone avec votre client. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui va se plaindre de douleurs répétées chroniques depuis plusieurs mois. Vous pouvez très bien lui dire, OK, très bien, vous venez me voir pour ça, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé avec un médecin? Est-ce que vous avez vu un médecin? Et vous pouvez l'enjoindre à le faire si c'est pas fait. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai été confrontée à des cas. Je vais vous en citer quelques-uns. J'ai une personne qui m'a pris un motif de consultation pour des douleurs au ventre. Elle avait des douleurs digestives et dans sa prise de rendez-vous, elle me dit côlon irritable, etc., etc. À l'époque, je ne faisais pas ce système de contrôle-là. Et c'est cette expérience-là qui m'a marquée et qui a fait que je suis passée après derrière dans ce mode de contrôle. Elle a débarqué donc en consultation, elle est venue me voir et en fait, j'ai une personne qui arrive en consultation qui, comment vous dire, est en sueur. Limite, je vois la goutte en fait qui dégouline, qui est limite pliée en deux, qui est extrêmement souffrante, qui m'a l'air d'être complètement fiévreuse, qui a un teint complètement blafard. Et là, je la regarde, je dis, mais attendez, mais là, vous n'êtes pas bien. Là, il y a une notion d'urgence quand même, hein. Et en fait, j'ai la nana qui s'effondre en pleine consultation. Donc, je suis obligée d'appeler les ambulances, etc., etc. Et en fait, cette personne, elle a fait une péritonite. Donc, elle avait très, 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 très mal au ventre. Et en fait, elle s'est effondrée dans mon cab. Et cette personne, après, je l'ai suivie par la suite, hein. Mais donc, il y a eu tout un travail de fond pour lui expliquer l'importance déjà de s'écouter, de faire ce qu'il faut en temps et en heure pour éviter justement ce genre de situation. Mais c'est des choses auxquelles vous pouvez être confronté. C'est des choses qui peuvent arriver. Le deuxième cas que j'ai eu qui a été très marquant, c'est quelqu'un qui avait fait une cure de radis noir dans son coin toute seule, en ayant vu un article dans un magazine féminin et qui débarque en consultation avec un teint très jaune, mais très très jaune, et qui m'explique qu'elle a des pointes en fait au niveau de la vésicule qui amènent en fait jusque dans le dos. Donc là, on pense en syndrome de Murphy hein, dans les cas de calcul biliaire. Et en fait, cette personne, je l'ai directement envoyée aux urgences tout de suite parce que en fait, elle était en train de faire une pancréatite aiguë.
dû à un calcul biliaire énorme qui était coincé dans le canal cholédoque et qui fait qu'en fait, elle est en train de décompenser sévère quoi, avec sa cure de radis noir. Donc, c'était quelqu'un qui faisait des calculs, qui ne le savait pas, qui a fait sa cure et ça a bien dégagé les voies et en fait, ça s'est coincé et ça a créé une inflammation. Donc là aussi, pareil. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent vraiment vous arriver, c'est du vécu, donc rebardez en amont de votre consultation, c'est important. Organisez forcément, ben là, vous allez faire en fonction de vos aspirations, de comment vous voulez organiser votre consultation. Est-ce que vous faites remplir un questionnaire un petit peu en amont pour avoir un peu plus d'informations quand la personne elle arrive dans le cabinet ou pas? Ça, c'est vous qui voyez. La durée de la consultation, est-ce que vous faites 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie? En tout cas, il y a un minimum pour le premier rendez-vous, pour moi, qui est non négociable. Il faut au moins que votre rendez-vous il dure 1 heure et demie pour que vous ayez vraiment le temps de balayer, de faire votre bilan et de pouvoir vraiment poser toutes les questions nécessaires à l'établissement de votre programme et surtout avoir un laps de temps que vous vous gardez en fin de consultation pour vraiment tout expliquer à votre consultant et être sûr qu'il a tout bien compris avant de repartir. Ça, c'est très important aussi. Suivre son client dans un nombre de consultations raisonnable. Alors, ça, je vous dis ça parce que, comme l'a dit Alexandra, on mâche pas nos mots et on est franche. Donc, je vais vous dire un truc qui, moi, m'excède un petit peu beaucoup même dans le milieu, c'est que on voit beaucoup ces dernières années se développer des techniques de coaching, d'accompagnement pour lancer vos activités de naturo. En soi, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y en a qui ont créé un business de ça. Et en fait, ils vous poussent à créer des sortes de packages, des sortes d'accompagnement, en fait, avec un nombre de consultations qui est complètement, du coup, pas raisonnable du tout, où ça demande un énorme investissement financier. Et en fait, ils vous vendent ça dans le délire de vous dire au moins vous atteignez vos 5, 6, 7, 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois et vous êtes tranquille dans votre cabinet. Sauf que là, on est dans le trop, en fait, on est dans l'excès. En 2019, déjà, je donnais une conférence sur le lancement d'activité du Naturo au Salon Zen et j'expliquais que notre rôle, c'est de réussir à osciller entre notre cœur de thérapeute, c'est pourquoi on a décidé de devenir naturopathe. Donc, on a quand même à la base, si on est devenu naturo, c'est qu'on a cette envie d'accompagner, qu'on a cette envie d'éduquer à la santé, au bien-être, de vraiment être présent pour les gens d'essayer de leur montrer qu'il y a d'autres façons de s'alimenter, de prendre soin de soi, etc. Donc, il y a vraiment ce cœur-là. Mais il y a aussi la casquette d'entrepreneur qu'on ne va pas bouder. On est des entrepreneurs du bien-être. On a notre société derrière, que ce soit en auto-entreprise ou en SARL. Et comme tout le monde, à la fin du mois, on a des factures à payer et ça, il n'y a aucun problème. Et on a même parfois, comme moi par exemple, bah, des envies de créer des choses, de distiller encore un plus grand nombre, de créer des produits, des marques, des concepts, des programmes, des méthodes. Et ça, c'est tout à fait OK, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les consultations, moi, voilà, j'ai vraiment envie de me mettre en garde par rapport à ça. Il faut que ce soit raisonnable. D'accord? En moyenne, ce qu'on observe sur des consultations basiques, on a une périodicité de suivi, je dirais, entre 3 et 8 mois selon la problématique de la personne. Mais ça, va falloir que vous l'amorciez en fait dès le premier rendez-vous avec la personne, que vous disiez, voilà, au niveau de la problématique, moi j'estime à 3, 4, 5, 6 mois à peu près le suivi, en sachant qu'on va se voir 1 fois par mois, par exemple. D'accord? C'est un petit peu la tendance, la moyenne générale en naturo. Après, il se peut, moi ça m'est déjà arrivé, que dans certains cas, vous ayez besoin de raccourcir la période de suivi à 2 semaines, par exemple, et que vous deviez voir la personne toutes les 2 semaines parce que c'est la demande du client. C'est quelqu'un qui a une vie à 400 à l'heure, qui a besoin de coaching, de motivation, qui a besoin de piqûres rappel, ou c'est quelqu'un qui va pas bien et qui a un accompagnement à côté en psy et qui a besoin d'avoir un travail de fond entre le naturo et le psy pour vraiment venir consolider tout le travail qui va être fait en hygiène de vie à notre niveau. Et ça, c'est OK en fait, mais c'est à la demande du client, c'est vu avec les différents praticiens qui interviennent aussi au sein de la stratégie qui est mise en place pour aider le consultant. Et puis, vous adaptez. Voilà, vous adaptez vos tarifs si besoin, vous vous adaptez en fonction aussi de vous, ce que vous avez envie de faire. En tout cas, voilà, vraiment faites attention à ces histoires de package, là, parce que même pour les gens, se dire qu'ils s'engagent parfois avec 1000, 1500, 2000 euros, ça peut leur faire vraiment bizarre.
et ils peuvent avoir l'impression de se faire un petit peu berner ou le côté un petit peu charlatan. Surtout que les gens ne sont pas dupes. Sur Instagram et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut voir les pubs tourner. Et parfois, on voit les pubs tourner pour du coaching de lancement d'activité où on voit tu fais 5 000 € en un mois, etc. Donc, les gens ne sont pas dupes là-dessus. Je pense que ça participe aussi quelque part au fait qu'on est un petit peu décrédibilisé dans le métier aussi aujourd'hui, malheureusement, et que moi, pour recevoir un petit peu des commentaires de haters sur les réseaux sociaux, des fois, effectivement, je peux me recevoir des commentaires de ce style à cause de publicités comme ça. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Respecter et informer au sujet des données personnelles, vous le savez, on collecte de la donnée quand même, l'air de rien, hein, en consultation. Et donc, c'est important de leur expliquer à quoi ces données elles vont servir et comment vous les collectez, comment vous les conservez. Et même, vous le savez, il faut obtenir leur consentement éclairé, n'est-ce pas, lors du tout premier rendez-vous. Il faut qu'ils vous signent ce petit document, ce magnifique document qui est très important pour justement bah, vous protéger vous, mais que eux aussi soient protégés en tant qu'utilisateurs de votre prestation de service, parce que c'est une prestation de service, et qu'ils puissent être au courant de voilà, qu'est-ce que vous en faites de ces données, parce qu'il y a de la donnée sensible. Il y a de la donnée qui va être de l'ordre de la santé, puisque vous allez peut-être collecter des antécédents, des informations des prises de médicamentation, des choses comme ça qui vont vous servir, vous, dans votre bilan pour faire attention aux interactions avec des plantes, ou etc. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Tout ce qui va être maîtrise de techniques naturopathiques, forcément, hein, il y a un petit peu les basiques. Alors, la micronutrition, attention, si vous n'avez pas eu de cours de micronutrition dans votre cursus de formation en naturopathie, c'est interdit de l'utiliser, quoi. Ou alors, vous allez vous former. Hein. Alors, pour ça, bah, masterclass Tu ADNR, peux l'utiliser, ouais, mais tu dis que tu es autodidacte. voilà, Voilà. Et vous ne serez donc pas assuré. Il c'est faut, ça. faut être conscient de ça. La micronutrition, et après, c'est comme tout, hein. La micronutrition, toi, tu fais le focus micronut, mais j'ai le cas de Nana qui conseille de la phyto, Oui, parce c'est qu'elles là n'ont pour pas de tout. certification en phyto. Elles n'ont pas dit à leurs clients qu'elles n'étaient pas formées en phyto. Il y a un souci derrière, c'est parti au centre antipoison, pas de certif, l'assureur, il va pas vous. Voilà. Après, je pense que pour vous sécuriser, tout ce que vous conseillez, vous devez être formé pour le conseil et avoir une preuve de compétence pour pas que vous soyez ennuyé. C'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter dans le cadre de la formation continue, parce que c'est aussi une obligation pour vous, hein, dans votre pratique, bah, de vous former. Voilà, et de faire attention à ça. Donc, il y a tout ce qui est technique respiratoire et manuelle aussi. Créer, développer, gérer son entreprise, c'est ce que je vous disais, vous êtes des entrepreneurs du bien-être. Hein. Donc, clairement, il vous faut avoir aussi des connaissances en gestion d'entreprise, parce que bah, il y a plein de choses qu'on doit faire en tant que naturo. On verra plus tard un peu plus loin dans la présentation, mais il y a quand même des axes que vous devez connaître. Rechercher, analyser les actualités, informations professionnelles pour justement faire évaluer ses compétences au moyen de la veille. Donc ça, c'est vraiment important que vous continuiez à rester au courant de tout ce qui se passe dans le milieu de la naturopathie. Et ça, pour le coup, il y a un truc qui est très chouette. Ça s'appelle le syndicat pro des naturaux, hein, le SPN. Donc clairement, moi, ça fait 7 ans que je suis syndiquée au SPN. C'est pour moi le nerf de la guerre. Si vous n'êtes pas au SPN, clairement, je vous encourage à foncer et à prendre votre adhésion juste après là. Parce que le SPN, déjà, c'est un vrai soutien au quotidien. Si vous avez une question, s'il y a une problématique, vous pouvez faire appel à eux. J'ai envie de vous dire, je vais vraiment abuser, mais je m'en fous. Pour moi, c'est les seuls qui se bougent vraiment les fesses, vraiment les seuls qui se bougent vraiment pour faire reconnaître le métier et pour faire avancer les choses. Clairement, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Hein. Et puis, il y a un système, vous verrez, quand vous êtes adhérent, en fait, vous avez accès à plein de contenus, justement pour être à jour dans tout ce que vous devez faire. Il y a un blog aussi qui est hyper bien fourni avec des articles qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion de grande famille où il y a ce soutien en fait qui est très fort avec les adhérents du SPN et les bénévoles aussi qui aident le SPN à faire ce que le SPN est aujourd'hui, qui sont là pour répondre, pour vous aider et tout. Donc ça, c'est vraiment important, syndiquez-vous, c'est très important. Les connaissances attendues, ben forcément, hein, la déontologie. Je vais vous parler du code de déonto du CNPL juste après. Les limites d'exercice et la législation relative à son exercice. Forcément, vous devez être au courant des limites du métier.
très important. Tout ce qui va être contre-indication, interaction médicamenteuse, alimentaire, des compléments alimentaires, mais on peut aussi parler de tout ce qui est phyto, aroma, etc. Parce que justement, il ne s'agit de pas déconner. Vous allez recevoir des gens qui sont forcément médiqués, voire polymédiqués. Si vous avez des seniors en consultation, ils seront forcément polymédiqués pour la plupart. Donc, à un moment donné, vous allez être confronté à ça. Donc, il faut vraiment déjà, j'ai envie de vous dire, dans votre bibliothèque, bardez-vous. Il y a des bouquins qui existent sur tout ce qui est contre-indication, interaction médicamenteuse. Vous avez en phyto des grands manuels de phyto qui existent, qui sont vraiment hyper bien faits, qui vous permettent en un coup d'œil pour chaque plante d'avoir vraiment les propriétés biochimiques et du coup de pouvoir aussi mieux assurer à ce niveau-là. Tout ce qui va être technique d'écoute et relation d'aide, ça c'est hyper important. Quand on devient naturopathe, on passe souvent par la case reconversion professionnelle. Donc on n'est pas forcément tous au même level pour tout ce qui va être technique d'écoute et relation d'aide. Moi, la chance que j'ai eue par rapport à mon installation en tant que naturo, c'est que j'avais déjà un cursus en psycho que j'avais validé quelques années auparavant. En cours du soir, j'ai fait ça et du coup, ça m'a permis, quand je me suis lancée en tant que naturo, d'avoir déjà cette base en fait sur le côté psychologique. Mais si vous n'avez pas ça, je vous encourage vraiment, en tout cas, à fouiller un petit peu, à vous renseigner, à vous former, à lire des bouquins sur le sujet pour vous permettre, en tout cas, de développer cet axe qui est extrêmement important parce que ben, ça va aussi participer à l'expérience de votre client et au fait que ben, il reviendra vous voir. Tout ce qui est anat physio. Alors là, je vais être très dure, mais s'il n'y a pas ça enfin, si vous n'avez pas eu ça dans votre formation ou si vous ne l'avez pas dans votre formation, ça ne va pas. Ça, c'est la base, c'est le socle. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui se passe avec votre consultant en consultation. C'est impossible. Et surtout, vous allez avoir des problématiques dans la gestion des contre-indications et des interactions qu'il peut y avoir avec certaines pathos, certains médicaments, etc. Clairement, vous allez être largué comme pas possible. Parce que au-delà de comprendre la plante, sa propriété biochimique, son implication, etc., il y a tout le côté physiopatho qui est hyper important. Donc, si vous n'avez pas la base avec la natte, la physio, vous êtes dead. Vous êtes dead, ça va être très, très compliqué. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut avoir un niveau médecine, on n'en est pas là. Je vous rappelle, on n'est pas des médecins, mais il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui se passe. Déjà, comprendre comment on est formé, comment on est constitué, où est-ce que sont situés les organes, comment ils fonctionnent. Voilà, le basique, déjà, c'est important de l'avoir, quoi. Tout ce qui va être aussi les outils du maintien de l'équilibre physiologique, justement, pour vous permettre justement de faire un PHV aussi qui sera raccord avec la problématique de la personne. Les liens entre les différents systèmes du corps humain, ça je vous l'ai dit. Les différents pieds naturaux, bah oui, la base, hein, l'alimentation, activité physique, gestion du stress, des émotions, technique respiratoire, voilà, les basiques, hein, les agents naturels, les 10. Ça, il faut les avoir. Alors, l'activité physique, on ne va pas vous demander de faire des burpees et de faire des squats dans votre bureau pour montrer à votre client comment il faut faire. Mais c'est important de savoir jauger qu'est-ce que vous allez recommander en hygiène de vie, en activité physique à votre client. Un petit exemple bête, quelqu'un qui vient vous voir, qui a une hernie discale qui est active avec des fissures annulaires ou des choses comme ça qui font qu'on voit bien qu'il y a une problématique au niveau du disque et que la personne, elle souffre, vous n'allez pas lui dire, ah bah alors faut faire du sport, vous allez faire des sauts à la corde à sauter, vous allez faire du tennis et puis vous allez faire de la brasse dans la piscine. Parce que là, ça va clairement accentuer sa problématique. Parce que la brasse dans la piscine, elle va creuser au niveau des lombaires et donc elle va accentuer sa problématique au niveau de son hernie. Les sauts, bah, c'est pas bon parce que du coup, à chaque fois, ça va créer un système de pression qui est déjà existant et ça va lui faire plus de mal qu'autre chose. Par contre, vous allez lui dire, OK, là, on va attaquer déjà par des séances de kiné, donc rapprochez-vous de votre médecin. Faites le point avec le médecin pour qu'il puisse peut-être vous orienter vers un kiné. Et puis, en activité physique, on va plutôt lui dire, bah là, il faut faire attention à tel type de sport et vous allez plutôt gainer. On va chercher à gainer. On va chercher à muscler le dos. On va chercher justement à redonner de la souplesse. On va chercher à redonner un petit peu d'hydratation aussi au niveau du disque. Donc, voilà.
on ne vous demande pas de faire de l'exercice avec votre client, mais en tout cas, avoir les bases aussi au niveau de l'activité physique, ça permet de faire votre PHV avec un petit peu plus de sérénité. Et je pense justement pour rebondir là-dessus, il faut que vous Ouais. puissiez aussi vous mettre en relation avec des préparateurs sportifs. Oui, Vous savez qu'il y a même un diplôme universitaire de sport sur ordonnance à Montpellier, donc qui est sport sur ordonnance DU et qui est ouvert aux naturaux, avec, je crois, ces 5 années de pratique. Voilà. On avait eu la chance de recevoir, bah, Charlotte était avec moi, le docteur Cos qui était venu au congrès cette année au syndicat proposer ça. Effectivement, il faut que vous puissiez transmettre des activités physiques pour les remettre en mouvement sans les mettre en difficulté. Faites très attention à ça. Et à partir du moment où vous créez peut-être des partenariats avec des préparateurs sportifs ou avec des kinésithérapeutes, vous allez être en sécurité. Donc, je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Et je voulais répondre tout de suite à la question de Véronique sur les manuels de contre-indication et les interactions médicamenteuses, alimentaires. Moi, je vous dis, vous avez le Vidal quand même, qui est quand même plutôt sécure pour vous, le Vidal en ligne. Vous avez l'ANSES, donc anses.fr, qui est aussi un vrai plus pour pouvoir vous soutenir. Et ensuite, il faut que vous sachiez pour les utilisateurs qui sont là sur Consult, vous avez le logiciel de veille scientifique Calia qui est inclus tout comme votre logiciel de facturation. Et donc, automatiquement sur Calia, vous mettez phytothérapie et vous avez aussi les interactions qu'on peut avoir. Par exemple, je vous dis une bêtise, avec la glutamine pour la micronute ou les interactions le curcuma pour les avec le anticoagulants. curcuma, voilà. Donc ça, c'est aussi un plus. C'est pour ça que je vous l'ai inclus directement sur l'assistant digital. Vous êtes sur votre espace, vous pouvez aller sur Calia, vous tapez curcuma et vous voyez ce qu'il en est. Après, dans les faits, c'est quand vous avez un doute d'un point de vue médico-légal, vous pouvez aussi dire demander l'accord de votre pharmacien. Ça, c'est une protection. Dire Vidal, tu as quand même une partie des accès des interactions médicamenteuses. Et l'ANSES, tu as tout. Donc, ça veut dire que tu sais exactement ce qu'il en est et c'est mis à jour régulièrement. Donc, ça, c'est aussi possible. Et vraiment, tu as un doute parce que tu sais que ça bouge, qu'il y a une étude clinique qui est en train de sortir, voilà. N'hésite pas à dire à ton client, écoutez, pour moi, il n'y a pas d'interaction pour cette plante-là, mais par acquis de conscience, je pense ça bien que vous puissiez demander parce que vous avez, par exemple, un nouveau traitement médicamenteux. On a des traitements anti-rejet dans le cas de la maladie de Crohn ou des choses comme ça, qui sont transmis par la pharmacie de l'hôpital. Même le pharmacien de ville ne connaît pas ces traitements-là. Bah vous, vous ne pouvez pas comprendre. Si déjà le pharmacien de ville ne comprend pas, vous pouvez automatiquement demander à ce qu'il en parle avec le pharmacien de l'hôpital où il va chercher son traitement. Les voies d'administration, alors j'ai mis des compléments alimentaires, mais en vrai, on pourrait aussi parler des plantes et de tout le reste, hein. Voilà, il faut connaître les voies d'administration possibles et bien sûr, une fois de plus, bien tout rebarder au niveau des contre-indications, des précautions d'emploi, surtout si vous avez un public sensible. Imaginons que par exemple vous ayez envie de faire de la naturopathie pour les enfants ou pour les seniors. Là, on est sur deux publics très sensibles sur lesquels il faut faire très attention. Alors, le tronc commun au métier du bien-être avec le fameux code de déontologie dont je vous parlais tout à l'heure à l'initiative donc, du CNPL, qui est donc la Chambre nationale des professions libérales, dont Alex justement fait partie puisque c'est la présidente de la branche métier du bien-être de cette chambre. Donc l'idée, les intentions en fait de la CNPL, si vous voulez, c'est de protéger les usagers en créant justement un code de déontologie référent au métier du bien-être. Donc le code qui a été mis en place, c'est justement pour permettre de créer un espace à la normalisation du métier, de pouvoir interagir aussi avec les organismes de contrôle que vous connaissez très certainement, hein. On parle de la DGCCRF, de la DRITS, de France Compétences et bien d'autres, de pouvoir avertir aussi sur les dérives sectaires, de pouvoir participer aux médiations, de pouvoir commander des études scientifiques sur l'efficacité des techniques et des pratiques. Et ça, c'est extrêmement important si on veut justement aller sur la normalisation du métier. Faire évoluer les formations vers des titres qui sont encadrés par France Compétences, on y croit et rendre obligatoire les formations professionnelles continues dans le cadre justement de l'amélioration et le suivi des compétences. Donc, je vous ai mis dans la slide d'après. Alors, il faut savoir que ça concerne la sophro, les métiers donc de naturopathe, tout ce qui est kinésio, hypnose, shiatsu, massage bien-être, reiki et réflexologie. Il faut que vous sachiez que c'est ce code-là qui est envoyé au ministère du Travail, au ministère de la Santé et donc à la répression des fraudes, étant donné que vu que c'est un code qui reprend plusieurs codes d'autres syndicats, bah, c'est sur celui-ci qu'on se base en termes de contrôle surtout. Pour vous, ce qui est important, c'est il s'appuie là-dessus en termes de contrôle.
tant qu'on n'a pas une norme qui sort, et vous le savez, en naturopathie, on est en train d'y travailler, en réflexologie aussi, en sophrologie, il y en a déjà une. Il n'y a pas de texte de loi, vu qu'il n'y a pas de norme, c'est un peu compliqué de voir ce qu'il en est. Donc, il s'appuie sur les documents officiels qui sont enregistrés auprès des instances, dont ce code. Donc, du coup, au niveau du code, le premier axe, c'est la posture professionnelle. Donc, je vous le rappelle, pas de diagnostic. On s'interdit vraiment d'interrompre un traitement au niveau du consultant. On ne prescrit pas de médicaments ou assimilés médicaments et surtout, on ne se comporte pas ou on ne se substitue pas à un comportement du type professionnel de santé, hein. On n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens. Donc, il faut qu'on arrive à rester à notre place, c'est important. Deuxième axe, c'est l'obligation de confidentialité. Là-dessus, vraiment très important, elle doit être générale, elle doit être absolue et elle doit être illimitée dans le temps. Donc, toute information, que ce soit dans le cadre du dialogue qui est instauré avec le consultant ou dans le cadre de ses propres constatations ou déductions, tous les moyens doivent être mis en œuvre concernant la protection des données, y compris ce que je vous disais tout à l'heure, obtenir le consentement éclairé de votre client sur la collecte de ces données. Libre choix du client et principe de non-discrimination. Donc là, s'interdire la prise en charge d'un accompagnement lorsqu'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation exacte de son client. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, clairement pas possible. Ou si la situation du client n'entre pas dans votre champ de compétences. Donc là, c'est important, il faut rester humble. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. D'où l'intérêt tout à l'heure de ce que je vous disais, quand on fait de la prise de rendez-vous automatique, de rebarder le motif de consultation pour être sûr que ça rentre bien dans votre cadre de compétences. Bien dire à la personne que vous n'êtes pas médecin, parce qu'il y a des personnes qui pensent encore en France aujourd'hui qu'un naturopathe est un médecin. Moi, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui m'appellent au téléphone et qui me disent docteur Jacquet. Donc ça, c'est toujours, faut recadrer en disant non, non, moi je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Et surtout, faites très attention à vous parce qu'il y a une chasse à la sorcière et que vous pouvez être contacté par des journalistes. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été mise sur écoute sur une radio un soir, grande radio, assez connue. Et en fait, ils m'ont appelé en numéro caché. Ils se sont fait passer pour un mec qui voulait prendre une consultation. Et en fait, moi, j'ai le nez creux, donc j'ai tout de suite senti que c'était une blague de radio, quoi. Et en fait, ben, j'ai joué à la con avec eux et je suis restée vraiment à fond dans ma posture. Et du coup, je me suis auto-entendue après à la radio. Enfin, c'était assez drôle, quoi. Donc, il faut faire vraiment très attention. Là, c'était un coup sur une radio, mais ça peut être un journaliste qui vous fera le coup pour avoir des infos. Et autre fait que je vous partage, moi, quand j'étais à Paris, j'ai eu une journaliste qui est venue du Monde pour me faire une consultation et c'était en caméra cachée. Donc, pareil, ça aussi, je l'ai chopé pendant le rendez-vous. Donc, moi, après, j'ai fait ce qu'il fallait hein, avec plainte et compagnie. Mais pour vous dire de faire très attention à vous là-dessus, ça peut vous arriver à vous aussi. Information et formation initiale et continue. Donc forcément, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut suivre une formation initiale. Sinon, bah, comme disait Alexandra tout à l'heure, vous êtes autodidacte et il faut le dire. Et il faut suivre des formations continues auprès, attention, d'organismes qui sont titulaires, s'il vous plaît, d'un numéro de déclaration d'activité de la DRITS. Ça, c'est très important. Et surtout, Calliope. Ça, c'est un petit peu des basiques quand même qu'il faut absolument vérifier. Et si vous vous êtes formé dans une école qui n'a pas ça, ben, je vous encourage à faire une VAE en fait. Tout simplement dans une école qui a ça pour que vous puissiez être à Donc, ça ne jour. sera pas une VAE parce que tant qu'on n'a pas Ouais, de titre RNCP, ça s'appelle une validation des acquis naturopathiques, mais c'est presque ok, pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accord. de centres de formation au syndicat, à la FENA, à l'OMNES, ils le proposent, hein, Mhm. qui vont, bah, vous allez prouver votre compétence. Si ça fait 5 ans que vous bossez, ou voilà. Moi, chez ADNR, par exemple, j'autorise même la validation des acquis naturopathiques quand on est installé depuis 3 ans. Et après, vous allez prouver que vous avez les compétences, vous allez passer des examens pour prouver tout. Et après, ça vous permet de valider. Il faut vous que sachiez que les anciens, comme moi, je fais partie des vieux, hein, j'ai été certifiée il y a presque 20 ans. Mon centre de formation à l'époque n'avait pas besoin d'avoir ça. Mais en fin de compte, vu que maintenant il l'a eu, bah, je l'ai contacté et il m'a donné le certif en mettant le bon numéro. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Si ça se trouve, vous avez fait voilà, un centre de formation qui ne l'avait pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'obligation. L'obligation, elle est que depuis 2017. Donc, automatiquement, on est nombreux à avoir été certifiés avant. Contactez les centres de formation et sachez que les centres de formation du syndicat le font presque tous. Et n'attendez pas d'avoir un contrôle de la répression des fraudes
pour m'appeler au syndicat pour me dire: «Ouais Alex, tu peux pas essayer de me faire passer un truc vite fait?» parce que mine de rien, je suis en train de faire, normer les métiers. Un truc vite fait, je peux pas le faire parce qu'il faut prouver que toutes les étapes sont faites. Donc je pense que c'est important et puis là où on est au stade, toutes les organisations professionnelles, on est au stade de faire reconnaître nos pratiques, on n'est pas loin, hein. Je veux dire, on va encore se friter la tête un peu avec le conseil de l'ordre, no fake made, machin. Mais à un moment, ça va arriver. Nous faisons partie des professionnels les avec des formations les plus longues, donc on est quand même rassurant pour les instances, santé, c'est surtout eux qui s'inquiètent. Il faut que vous puissiez, être tranquille. Je le vois beaucoup, j'ai des conseillers en naturopathie qui se disent naturopathes. Ça, en ce moment, c'est à gogo, ça plonge de folie. C'est qu'il y a des fiches métiers qui ont été enregistrées il y a de nombreuses années à la répression des fraudes. Il y a l'évolution des cursus des médecins qui ont plus le droit de s'appeler naturopathe parce que justement le bloc de compétences naturopathe a été validé. Donc vous vous doutez bien qu'on a réussi, nous, il y a des années en arrière, à dire aux médecins: «Tu as pas le droit de t'appeler naturopathe, tu es médecin phytothérapeute, médecin aromathérapeute, médecin fonctionnel, mais c'est nous les naturopathes». Automatiquement, si toi, tu n'es pas naturopathe et que tu te dis naturopathe, on va te planter. Donc rapprochez-vous des centres de formation que vous avez fait ou d'autres pour, voir ce qui vous manque comme bloc de compétences et aller vers le métier de naturopathe. Et je pense que ça, c'est important pour que vous puissiez être en sécurité et continuer à développer, de façon, conforme. Par rapport justement aussi à cette formation, vous formez en continu pour vous permettre aussi d'être raccord avec les dernières évolutions au niveau des techniques, puisque je vous le rappelle, il n'y a rien qui est figé en fait dans notre métier, même si effectivement on se base sur des connaissances, on va dire, sur des visions, on va dire, qui datent hein, de l'époque de Marchesso, etc. Ça a bougé quand même hein, depuis, hein, ça a un petit peu évolué. Ok, certes, en théorie, dans les écoles, on nous apprend toutes ces théories, ces fondamentaux, et c'est très bien. Mais il y a une naturopathie aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus contemporaine, moderne, et il faut vous raccrocher les wagons un petit peu par rapport à tout ça. Il y a des choses qu'on pouvait conseiller il y a peut-être 40, 50 ans et qui aujourd'hui complètement sont pas du tout raccord avec la façon dans laquelle dans le monde dans lequel on vit, on va dire, et la façon dont on vit. Donc, je pense qu'il y a une grosse mise à jour qui est importante d'être fait aussi dans notre métier. Et ça, c'est à vous aussi dans votre pratique, dans ce que vous voulez distiller, dans ce que vous voulez partager en éducation avec vos consultants, de faire le point aussi. Au niveau de l'assurance responsabilité civile professionnelle et autres, clairement, souscription hein, à une assurance responsabilité civile professionnelle et toute autre obligation légale qui correspond à toutes les activités que vous allez exercer, ça c'est important. Et puis le contrat de médiation, et vous devez en informer votre clientèle. Alors, je sais que pendant un moment, Alex, dis-moi si je me trompe, mais je crois que la RCP, pendant un moment, elle n'était pas obligatoire. Alors très honnêtement, la responsabilité civile professionnelle n'est toujours pas obligatoire. Tant qu'on n'est pas réglementé, c'est toujours pas obligatoire. Alors après, il y a tout ce qui est fixation de tarifs, compta et fiscalité. Donc au niveau de votre tarif, la fixation, elle est libre, hein. Vous tenez compte de l'importance des prestations que vous fournissez, du temps que vous allez passer. C'est important d'afficher vos tarifs, s'il vous plaît, sur votre site internet, sur votre salle, dans votre salle d'attente, il y en a une, ou dans votre cabinet directement. Dans vos CGV sur le site internet, c'est important aussi de les mettre. En tout cas, il y a une obligation de vraiment afficher vos tarifs, ça c'est obligatoire, et surtout que vous teniez une compta à jour et qui correspondent vraiment aux règles qui sont distillées au niveau de notre métier. Donc, première chose, c'est que ça doit être numéroté dans l'ordre. Donc, utilisez un logiciel, mais en tout cas, vraiment, là, il faut que vous ayez un système de numérotation. Il faut que vous puissiez conserver ça pendant 2 ans pour que s'il y a un contrôle, que vous puissiez les ressortir. Et surtout, c'est au-delà de 25 euros TTC. Donc, dès lors que vous dépassez les 25 euros TTC, bim, facture. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous avez le devoir de moralité. Bah, clairement, on va s'abstenir de tout comportement qui pourrait nuire à la dignité ou au métier qu'on représente, hein, ce serait pas mal. Il faut éviter tout ce qui va être rapprochement extra-professionnel avec sa clientèle. Votre clientèle, ce ne sont pas vos amis, hein, ce sont vos clients. Donc il faut garder une distance avec vos clients, c'est très important. Il y a vraiment cette notion de faire preuve d'exemplarité et de conserver vraiment votre obligation de réserve en toutes circonstances. Ça, c'est très important. Le respect de la vie privée et indépendance de l'exercice professionnel, donc ça, oui. Donc,
c'est important que vous puissiez exercer en dehors de toute pression, influence, manipulation ou emprise. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est ce que je vous disais, on ne va pas s'immiscer dans la vie privée du client. Le client, ce n'est pas votre ami. On ne va pas commencer à porter des jugements ou à prononcer des réflexions qui pourraient heurter certaines convictions de vos clients. Je prends un exemple bête, mais si votre client il est vegan, vous n'allez pas lui dire de bouffer de la viande et que, en gros, ce qu'il fait, c'est pas bien. Et vice-versa. Il faut respecter l'intégrité physique et psychique de votre client, c'est très important. Tout ce qui va être devoir d'alerte. Alors ça, vraiment, c'est hyper important d'informer les autorités publiques compétentes dans les plus brefs délais si jamais vous trouvez que votre client il est en situation de danger ou de maltraitance. Moi, j'ai eu affaire dans ma carrière à 2 cas où il a fallu que j'alerte les autorités compétentes à un enfant qui était maltraité par ses 2 parents. Donc ça, c'était hyper costaud. Ça a été très, très dur. C'est quand j'avais mon cabinet parisien. Et une personne qui était vraiment fragile sur le plan psychologique et que je suspectais en fait d'être dans un délire de schizophrénie. Qui était majeur. Donc c'est très compliqué. Sachez, quand les personnes sont majeures, c'est très, très dur d'intervenir. Bon, en faisant des pieds et des mains, j'ai réussi en tout cas à faire ce qu'il fallait pour... en contactant ses proches, en essayant d'obtenir le numéro d'un proche, etc. Mais elle était en épisode de schizophrénie. Elle était en train de développer en fait de la schizophrénie. C'était une jeune. Elle avait 21 ans et du coup, il a fallu la faire prendre en charge au niveau psychiatrique. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Donc ça, il faut être prêt aussi quelque part à le vivre parce que vous pouvez très bien avoir quelqu'un au téléphone qui vous paraît très bien, motif de consultation nickel, tout va bien, vous avez tout bien bardé, nickel, et au moment de recevoir la personne dans le cabinet, ça va pas. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec cette personne schizophrène qui m'a fait une crise en plein cabinet, hein. Donc, on était dans un état psychotique majeur, c'était vraiment chaud. Donc voilà, ça c'est important. Aussi, petit conseil, si vous êtes en cabinet, c'est chouette de partager des cabinets avec d'autres personnes, de ne pas être tout seul dans votre cabinet, clairement. Parce que autre fait qui a pu m'arriver, un homme qui a tenté de m'agresser aussi, ça m'est arrivé. Voilà. Donc, fort heureusement pour moi, j'étais dans un cabinet partagé avec mon collègue neuropsy qui était juste à côté, que j'ai appelé en hurlant et qui a pu intervenir. Ça peut arriver, donc moi, je vous conseille les cabinets partagés, c'est très bien. Tout ce qui va être information du client, donc au-delà des infos commerciales, vraiment, il faut le tenir informé tout au long de l'accompagnement des techniques que vous utilisez, de pourquoi vous prenez telle et telle décision dans le choix des conseils que vous faites, des limites, etc. Tout doit être clair et compréhensible. C'est ce que je vous disais au début aussi dans le parcours et l'expérience du client, dans la rédaction de votre PHV, etc. C'est très important que tout soit clair et compréhensible. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que tout est clair? Bien lui revalider avant qu'il parte de votre cabinet qu'il a votre email si besoin ou votre numéro de téléphone si vous préférez qu'on vous appelle ou votre WhatsApp ou j'en sais rien pour vous contacter s'il y a une moindre doute ou moindre question pour éviter justement qu'il se mette en danger ou qu'il fasse une erreur d'interprétation ou de mise en place. Ça, c'est très important. Tout ce qui va être en lien avec la limite d'exercice, donc je me répète un petit peu par rapport à ça, mais il faut respecter le référentiel des métiers du bien-être et les champs de compétences qui sont les nôtres. D'accord? Donc ça, il y a les fiches métiers au SPN. Vous pouvez aller les trouver sur le site du SPN. Il y a des fiches métiers qui ont été faites, qui sont très bien faites et qui vous expliquent tout bien. Et ça permettra d'éviter de faire courir un risque à vos clients. Tout ce qui va être mode d'exercice, donc là, c'est pareil, hein. Au niveau juridique, comptable, etc., vous pouvez exercer soit en auto-entreprise, soit en société, etc. Là aussi, vous avez une législation à respecter, hein. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, d'où le fait de savoir créer, gérer son entreprise, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui va être relation avec les autres professionnels, alors ça, clairement, s'il vous plaît, là, je vais me remettre un petit point par rapport à ça aussi. Dans notre métier, c'est important qu'on se serre les coudes, qu'on soit des confrères, des consoeurs, qu'on se soutienne mutuellement. Il n'y a pas de concurrence, même si en vrai, le mot concurrence en soi n'est pas négatif, hein, d'accord? Mais il ne faut pas tomber dans le vice et dans des attaques qui peuvent être faites. Moi, je rentre dans ma 8e année dans le milieu de la naturo. Et clairement, je peux vous dire que j'ai rencontré des osos sur mon parcours qui à vous faire dresser les cheveux sur la tête, clairement de la manière dont ils gèrent un petit peu les choses. Donc ça n'a pas du tout de courtoisie, c'est des actions dans le dos, c'est voilà. Donc ça, il faut être conscient
que dans le milieu de la naturopathie, on n'est pas chez les bisounours, s'il vous plaît. On n'est pas chez les bisounours, donc protégez-vous aussi. Protégez votre travail et vous restez dans vos droits, dans vos bottes, dans vos pompes, clairement, et dans votre déontologie, dans votre éthique, dans ce côté plutôt confraternel, j'ai envie de dire, c'est très important. On ne va pas calomnier en fait d'autres professionnels du bien-être. C'est pas l'objectif. Ça dessert notre métier. Ça donne une mauvaise image de qui on est et de ce qu'on propose. Au niveau de l'hygiène et de la sécurité, c'est ce que je vous disais. Donc le cabinet où vous allez recevoir la clientèle, clairement, il faut respecter les normes qui sont en vigueur. Que ce soit déjà pour l'accessibilité des personnes qui sont en mobilité réduite, hein, qui sont en situation de handicap, tout ce qui va être normes incendie, tout ce qui va être règles de sécurité. Donc ça, clairement, vous vous rapprochez du SPN si vous avez un doute, que vous avez des questions, que vous êtes syndiqué, que vous ne savez pas trop par où commencer. Ils pourront peut-être vous aiguiller, vous aider pour vérifier tout ça. Mais il faut faire attention parce que s'il y a un contrôle au sein de votre cab et que vous n'êtes pas bon sur les règles de sécurité et que vous n'êtes pas bon sur les mobilités réduites, vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a certains immeubles je pense à Paris, notamment les immeubles haussmanniens, où c'est un peu merdique pour l'accessibilité au niveau des personnes handicapées. Donc moi, je vous le dis parce que j'avais un cabinet dans un immeuble haussmannien, j'étais boulevard des Invalides, et en fait, il y avait une contre-marche qui faisait que je ne pouvais pas recevoir du public à mobilité réduite. Donc moi, ce que j'avais fait pour contrebalancer le truc, j'avais fait faire une planche en fait à Leroy-Merlin. Et à chaque fois que j'avais une personne qui était à mobilité réduite, ben, je sortais avec ma planche, je mettais la petite planche pour pouvoir faire passer la personne en fait jusque dans mon cabane. Voilà, c'est un système D, mais qui me permettait au moins d'être là pour la personne et de ne pas la refuser en consultation à cause de ça. Parce que des fois, on est bloqué. Après, moi, je suis référente handicap, donc je sais que vous êtes nombreux à vouloir aller aussi à vous former à être référent handicap. Il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où tu ne peux pas accueillir un public, parce que par exemple, tu as pas de table électrique pour accueillir un public pour une séance de réflexologie, un public à mobilité réduite ou d'autres types hein, de handicap, tu as tout à fait le droit aussi d'aller sous-louer un cabinet une journée par mois chez quelqu'un qui a une table électrique. Tu peux aussi proposer de faire de la consultation à domicile, même si d'habitude tu as pas envie parce qu'il faut faire un contrat de prestation de service, machin, que c'est compliqué. Mais tout ça, c'est possible. Tout ce qui va être aussi interdiction de tout prosélytisme, hein, forcément, on n'est pas là pour faire de la propagande, que ce soit au niveau religieux ou même idéologique, hein, d'accord? Donc tout ce qui va être dérive un petit peu sectaire, bloqué dans des idéologies, etc., ça n'a pas lieu d'être dans notre métier. Alors, au niveau de la mise en conformité d'un point de vue légal et RGPD, Excuse-moi. alors pour revenir sur la mise en conformité par rapport au cadre légal, donc ça vous l'aurez compris parce qu'on en a parlé déjà depuis le début, donc on ne pratique pas l'exercice illégal de la médecine et je vais aller plus loin, on ne pratique pas l'exercice illégal de la pharmacie parce que celui-là, on n'y pense pas. Et j'ai animé un séminaire, c'était quand? C'était en avril l'année dernière. J'ai animé un séminaire avec des naturopathes et en fait, pendant qu'on discutait ensemble de leurs pratiques, de leur quotidien, eh bien, il y a quelques personnes qui, en partageant un petit peu comment elles fonctionnent au cabinet, on s'est rendu compte, en fait, elles étaient un peu touchy sur l'exercice légal de la pharmacie. Je vous donne un exemple. Vous avez fait une formation en fleurs de bac, en huile essentielle, et vous voulez proposer au moment de la consultation hein, à votre client une synergie. Et dans votre formation, le formateur, il vous a dit que si c'est le client qui manipule et qui fait sa synergie devant vous avec vos indications, c'est OK. Bah, c'est pas OK en fait. C'est pas OK du tout. Votre client, il ne doit pas repartir du cabinet avec sa synergie, même si c'est lui qui l'a fait et que vous lui avez dit tu mets X gouttes ou X gouttes, X gouttes. Non, ça, c'est pas possible. Parce que là, vous prenez le risque en fait de vous faire attraper. En plus, au-delà de ça, il va y avoir toutes les règles d'hygiène. Enfin bref, il y a un milliard de trucs sur lesquels il va falloir être OK par rapport à tout ça. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, il y a une possibilité de vendre des produits au sein de votre cabinet, mais ces produits, ils doivent être tracés, ils doivent être validés sur le marché. Ça doit provenir de laboratoires ou d'entreprises qui sont suivies, qui sont contrôlées. Les produits ne doivent pas être ouverts, ils doivent être scellés. Ça, c'est très important de vérifier un petit peu tout ça. Si vous avez un doute, si vous avez une question, là aussi, le fait d'être syndiqué, c'est bien parce que ça vous permet de rebarder ça et de peut-être poser la question en disant, voilà, moi je fais ça, est-ce que c'est OK ou pas?
C'est aussi ça le rôle du syndicat. Par rapport la transparence, ben ça c'est important, voilà, avoir une totale transparence avec les personnes qui viennent vous voir. Faire appel à un médiateur et afficher les coordonnées, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc au niveau du syndicat, au SPN, ils ont négocié pour vous un tarif préférentiel à la CNPM. Donc voilà, clairement, c'est une obligation cette chambre de médiation et vous devez afficher les coordonnées de la chambre, ça c'est très important. Tout ce qui va être aussi certificat. Votre certificat, il doit être encadré joliment, mis dans votre cabinet. Il doit être visible. La personne, elle doit pouvoir le voir. Et j'aurais même tendance à vous encourager, si vous avez un site internet, si vous avez une page qui vous présente à un moment donné quelque part, de carrément mettre votre certificat. Ça peut être un élément aussi de réassurance pour votre client. Sur votre site, affichez mention légale CGV, politique de confidentialité. Il y a encore trop de sites internet de naturaux où il n'y a pas ça. Et ça, clairement, vous vous mettez dedans aussi. S'il y a un contrôle, ça va vous tomber dessus. En ce qui concerne ces éléments-là, on ne fait pas du copier-coller chez les copains ou les copines des mentions légales, des CGV, des politiques de confidentialité. C'est important que vous ayez des éléments juridiques qui soient propres à votre activité et à ce que vous proposez. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir une naturopathe qui avait copié-collé mes mentions légales et qui avait oublié d'enlever mon nom et mon prénom à un moment donné dans les mentions légales. Et grâce à Googlebot, j'ai vu son site remonter avec mon nom et mon prénom sur ses mentions légales. Donc, pour vous dire que ça, c'est pas du tout OK parce qu'en plus, d'un point de vue juridique, c'est interdit. Donc, vous avez des choses qui existent pour vous aider à faire ça. Il y a plein de sites en ligne, Legal Start, etc., où vous allez pouvoir être accompagné avec un petit forfait, vous payez et vous avez quelque chose qui est propre à votre activité. Sinon, je crois qu'au SPN, ils ont aussi des contacts d'avocats, de personnes qui peuvent vous suivre. En tout cas, si vous faites de la formation, même familiale, si vous faites des programmes en ligne, des choses comme ça que vous proposez sur votre site internet, vous avez intérêt à avoir des CGV qui soient méga bien bardés, surtout sur tout ce qui est droit de rétractation, sur les livrets numériques, etc. Parce que ben, si vous n'êtes pas à jour et que vous tombez sur une personne qui veut vous enquiquiner, elle va vous foutre la CNIL, elle va vous foutre la DGCCRF aux fesses, et là, c'est terminado. Vous allez être très embêté. Il y a des amendes, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui parce que le droit du consommateur sur Internet, il y a de plus en plus de protections qui sont mises en place. Donc, pas d'obligation d'assurance RCP, mais vous avez compris l'importance d'en prendre une. Vraiment, c'est très, très important. Affichage des tarifs, ça, je vous l'ai dit. Le vocabulaire adéquat, ça, je vous en donnerai un petit peu après. La vente de produits au sein du cabinet, ça aussi, je vous en ai parlé. L'obligation de dépôt légal de vos programmes et de vos e-books en ligne. Ça, c'est très, 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 très important. Vous avez une obligation de dépôt. Alors ça, il y a très peu de gens qui le savent. Et quand vous écrivez un e-book, quand vous vendez un petit programme sur votre site internet, il y a ce qu'on appelle la BNF. C'est la Bibliothèque nationale de France, qui est une preuve d'antériorité en fait au niveau de votre dépôt. Donc il y a un dépôt légal qui est obligatoire pour tout document qui va être diffusé en nombre à un public au-delà du cercle de la famille. Donc, ça s'impose à la fois à l'éditeur, à l'imprimeur, au producteur pour certains documents publiés à l'étranger et diffusés en France. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Après, en ce qui concerne la protection des droits d'auteur, c'est pas du ressort de la Bibliothèque nationale de France, d'accord? Le dépôt légal que vous allez faire à la BNF ne confère aucun droit de propriété intellectuelle tant sur le titre que sur le contenu des documents que vous allez déposer. D'accord? Donc, pour protéger vos droits d'auteur, vous pouvez vous adresser à la Société des gens de lettres, c'est la SGDL, ou si vous voulez protéger un titre, c'est l'Institut de protection de la propriété industrielle, c'est l'INPI. Après, dans les faits, dans la vraie vie, dans la réalité, je peux vous le dire parce que moi, j'ai été confrontée à ça ces dernières années. Si vous déposez à l'INPI une marque, d'accord, faites-vous accompagner par un spécialiste en droit de propriété intellectuelle. Parce que le dépôt de marque, finalement, c'est pas si simple que ça. Des fois, vous allez demander des classes, vous allez avoir des rejets de classes de la part de l'INPI, donc c'est un peu con quand on voit combien ça coûte. Il faut savoir que c'est minimum 250 euros, je crois, après c'est 45 euros la classe supplémentaire, et vous avez deux classes dans les 250 euros. Mais en tout cas, ils peuvent très bien, l'INPI, décider que le nom de marque que vous avez déposé, c'est trop généraliste. Et donc, du coup, on va vous retirer, par exemple, certaines typologies dans la classe, du style, par exemple, formation, ou on va vous retirer, par exemple, livre numérique.
Et en l'occurrence, ça vous embête parce que vous vouliez poser votre marque par rapport à un e-book ou par rapport à un programme que vous lanciez. Donc ça, là-dessus, il faut vraiment vous faire accompagner pour tout bien barder. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en France, malheureusement, par rapport à la protection des droits d'auteur, donc par rapport au plagiat, parce qu'on va en parler, par rapport à ça, c'est très compliqué en France de montrer le plagiat, de pouvoir le démontrer d'un point de vue juridique. D'accord? Si la personne, elle n'a pas copié mot pour mot la phrase, le document, le programme et ce que vous avez fait, vous ne pourrez pas l'attaquer pour plagiat. Et on est d'accord que les gens qui font du plagiat, ils font ça bien, hein. En général, ils vous paraphrasent, ils modifient, ils changent, etc., etc. Donc ça, c'est très rageant parce que du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ces 8 dernières années, j'ai eu affaire à des trucs incroyables. Et du coup, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut savoir une chose, c'est que faites-le quand même, l'INPI. Faites-le quand même, le SGDL, parce que ça faudra toujours une antériorité. Vous avez aussi l'histoire de l'enveloppe solo, c'est-à-dire que vous prenez votre programme, vous l'imprimez, vous le mettez dans une enveloppe, vous la scellez et vous l'envoyez. Vous ne l'ouvrez pas, vous la mettez de côté. Ça vous servira toujours en termes de juridique si un jour vous décidez d'attaquer quelqu'un pour parasitisme commercial, on dira plus que plagiat, parce qu'une fois de plus, le plagiat, c'est très compliqué à démontrer en France, mais vous pouvez attaquer quelqu'un pour parasitisme commercial, c'est-à-dire quelqu'un qui va, par exemple, usurper le nom de votre marque. Moi, ça m'arrive actuellement, une personne qui usurpe le nom d'une de mes marques. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous arriver. Si vous créez un programme naturopathique, par exemple, que vous vendez sur votre site internet avec un nom et que vous voyez un autre naturopathe faire la même chose avec le même nom, etc., il faut avoir fait toutes ces étapes-là pour vous barder sur le plan juridique. C'est moche d'en arriver là, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la naturopathie, c'est pas le milieu du bisounours. Donc, faut pas oublier que certes, vous êtes avec votre cœur de professionnel du bien-être, de naturopathe, vous accompagnez les gens, etc. Mais pour autant, il faut pas vous laisser marcher sur les pieds ou qu'on vous pille votre travail comme ça. D'accord? Parce que comme dans tout milieu professionnel, il y a des gentils, il y a des méchants. Ça, c'est une évidence et je ne peux pas être plus franche que ça avec vous aujourd'hui. Tout ce qui va être aussi remise de facture. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, au-delà de 25 euros TTC, on remet une facture, on conserve les factures sur 2 ans et on les classe par ordre chronologique. J'ai connu une naturo qui s'est fait contrôler, qui n'avait pas toujours fait ses facturations, qui n'était pas dans l'ordre. Elle s'est retrouvée vraiment dans la mouise totale avec le contrôleur. Ça a été quand même quelque chose d'épique, d'après ce qu'elle m'avait raconté. Donc, vraiment là-dessus, oubliez pas, en ce moment, c'est la chasse à la sorcière en France. On est en train de nous embêter, en veux-tu, en voilà. Donc les contrôles, il y en a, hein. Et personne n'est à l'abri. Au niveau RGPD, donc des petites astuces comme ça. Si vous faites votre prise de notes sur l'ordinateur, d'accord, et que c'est pas dans un logiciel sécurisé comme Consult ADNR, je vous conseille vraiment d'avoir un dossier sécurisé avec mot de passe sur votre ordinateur, d'avoir des logiciels antivirus, malware, etc. Il faut vraiment que ce soit des outils payants, pas des outils gratuits. Les logiciels antivirus, machin, etc., pas les gratuits. Vous prenez une version payante et vous mettez ça sur votre structure entreprise. Si vous avez une SARL ou une SAS, même unipersonnelle, mais en tout cas, vous faites passer ça en dépenses frais société. Si vous êtes auto-entrepreneur, bah, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire passer sur l'auto-entreprise parce que c'est pas, vous êtes en auto-entreprise. Donc, c'est toujours particulier. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux naturopathes, pour se lancer, pour voir si l'activité, elle prend, l'auto-entreprise, c'est bien. Mais si vous commencez à marcher, si vous commencez à remplir, clairement, passez en format société parce que vous allez pouvoir faire passer toutes vos charges aussi, que ce soit le loyer du cabinet ou que ce soit les logiciels que vous allez utiliser pour justement vous mettre carré et être dans les clous. Si vous êtes comme moi, en mode papier, d'accord? Si vous boudez Big Data, parce que vous êtes comme moi, vous avez bossé dans le web et vous savez à quel point c'est compliqué de sécuriser des fichiers et des données et que vous êtes à l'ancienne. Si vous voulez être conforme, il vous faut un mobilier avec une fermeture à clé, clairement. Et il faut comprendre une chose, c'est que si vous faites vos prises de bilan de vitalité sur papier, il faut que dans le formulaire de consentement éclairé que vous faites signer à votre client, vous mettiez une durée en fait de conservation des données donc, que vous allez prendre. Donc, admettons, vous mettez 1 an. Au bout d'1 an, vous êtes dans l'obligation d'aller récupérer votre bilan que vous avez fait avec votre client et vous devez rendre anonyme le document. D'accord? Donc, rendre anonyme le document, c'est on va prendre un stabilo noir, enfin un feutre noir, et on va feutrer le nom, le prénom, l'adresse email, si on avait noté l'adresse email, le téléphone, toutes coordonnées qui pourraient rattacher la personne en fait au document.
Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Tout ce qui va être respect, règles ERP, bon ça j'en ai déjà parlé des règles de sécurité. Et bien sûr le cas des consultations à distance et à domicile dont a parlé Alexandra, où il vous faut mettre en place un contrat de vente hors établissement. D'accord? Donc pour tout ce qui est à distance, c'est très important de mettre en place ce type de contrat pour vous protéger. D'accord? Et puis surtout, 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 d'utiliser des plateformes pour faire votre rendez-vous en ligne qui soient sécurisées et qui respectent les normes RGPD. Donc, il faut savoir que Zoom, par exemple, à la fin de la conférence Zoom, il y a un sorte de petit fichier exécutable qui va se mettre sur votre ordinateur en mode endormi et qui ne va pas se supprimer. Bah, ça, au niveau RGPD, pas bon. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser des plateformes qui sont agréées par la CNIL, par l'ANSSI, ou en tout cas, voilà, qui sont autorisées d'un point de vue RGPD. Pareil, WhatsApp, ça respecte pas le RGPD. Ils ont d'ailleurs été condamnés à plusieurs reprises à de très grosses amendes par la CNIL en septembre 2021 parce que justement, ils sont pas bons aussi là-dessus. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer la consultation. Ça aussi, il faut le savoir. Et surtout, quand on est sur du contrat à distance, c'est impossible de percevoir un paiement avant 7 jours post-signature du contrat. Ça, je vais vous dire un truc, au niveau des consultes à distance, il y a beaucoup de naturaux qui sont pas bons par rapport à ça. Par D'accord? rapport à ça, Charlotte, je te coupe 2 secondes. Ouais, Sur Consulte ADNR, justement, la visio est RGPD, sera RGPD. super. Ben Ouais. voilà, j'avais pas l'info, donc merci Delphine. Donc, par rapport au paiement, il y a beaucoup de naturaux que je vois qui prennent les paiements au moment de la prise de rendez-vous pour de la distance. Bah, ça, c'est pas bon. Vous n'êtes pas dans les clous. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un truc à savoir. Donc, impossible de percevoir un paiement avant 7 jours post-signature du contrat. Et en cas de manquement, c'est 2 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, impossibilité d'exercer, de gérer une entreprise, on est le dirigeant. Voilà, c'est très important de bien, bien suivre ça. Si vous n'informez pas du délai de rétractation aussi dans le contrat, c'est possible pour la personne de prolonger à 12 mois. Donc, clairement, mettez-vous au diapason par rapport à ça, mettez-vous raccord. Si votre client il veut commencer avant le délai de rétractation, par rapport à un rendez-vous proche, par exemple, et bien ça, il faut qu'il le signe, en fait. D'accord? Il faut recueillir sa demande express, comme quoi il renonce à son délai de rétractation. D'accord? Je vous donne un exemple, quelqu'un qui prend un rendez-vous pour 2 jours après. Et ben, cette personne-là, il faut lui faire signer ce renoncement à son délai de rétractation. Sinon, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas dans les clous. Tout ce qui est consultation à domicile, pareil, contrat de vente hors établissement avec les CGV, les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service que vous allez faire, donc consultation de naturopathie, le prix du bien ou de la prestation de service, la date d'exécution immédiate du contrat, l'identité, les adresses postales, téléphoniques, électroniques de vous, en fait, du naturopathe, l'existence d'un droit de rétractation avec les modalités d'exercice, avec le fameux formulaire de rétractation qui est de la loi Hamon de 14 jours, qui est signé par les deux parties, bien évidemment, et vous conservez un exemplaire. Au niveau RGPD, rapido, on est sur le règlement européen donc de la protection des données personnelles, on en a parlé plusieurs fois, donc vraiment l'idée c'est de renforcer le droit de chacun de pouvoir avoir une vie privée, tout simplement, et de ne pas avoir les données personnelles qui sont distillées de tous les côtés. Donc, en France, c'est la CNIL qui veille à tout ça. Donc, comment vous être en conformité avec le RGPD? Ben, déjà, de une, vous ne collectez que des données qui sont nécessaires à votre pratique, rien de farfelu. Ça y va, y compris sur votre site internet, quand vous allez collecter de la donnée rien que sur le formulaire de contact. Sur votre formulaire de contact, clairement, j'en sais rien, mais par exemple, nom, prénom, email, téléphone, il faut que vous puissiez justifier à la CNIL pourquoi vous avez demandé ces informations-là. Est-ce que l'email c'est important? Est-ce que le téléphone c'est important? Est-ce que le nom, prénom c'est obligatoire? Est-ce qu'on met pas juste le nom et l'email? Mais en tout cas, vous devez référer tout ça, expliquer pourquoi vous demandez ces informations-là. Vous devez être transparent, donc le client il doit savoir comment modifier ou supprimer les données que vous avez en votre possession le concernant. Donc ça, c'est ce que je vous disais par le formulaire de consentement ou par la politique de confidentialité sur votre site Internet. Vous devez être en mesure de répondre rapidement à toute sollicitation de consultation et de modification des données. C'est-à-dire que vous devez donner un email, un moyen de vous joindre en fait pour vous dire Hello,
moi, c'est un tel, vous avez collecté telle donnée dans une consultation, je veux que ce soit supprimé, je ne veux pas que ce soit conservé, ou je veux une copie entière des informations que vous avez sur moi. Vous devez fixer des durées de conservation, c'est ce que je vous disais, et donc rendre anonymes les informations à l'issue de cette durée. Sécuriser les données, d'accord? Donc ça, c'est pareil, dossier sécurisé sur ordi, ça je vous en ai parlé, le meuble qui ferme avec les clés. Vous devez inscrire la démarche RGPD dans un processus de conformité continue. Ça nécessite une veille. Ça veut dire que vous devez être au courant de toutes les évolutions par rapport au RGPD. C'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. D'accord? Ça bouge tout le temps. Comme a dit Alex tout à l'heure, en 2025, ils vont nous mettre encore autre chose sur les factures. Ben là, c'est un peu pareil. Le RGPD, ça bouge tout le temps. Et il y a le fameux consentement express du client. Et ça, vous pouvez le faire avec Consulta DNR. Donc, Consulta DNR, quand même, c'est beaucoup de charge mentale en moins, j'ai envie de vous dire, dans votre pratique, clairement, parce qu'ils ont pensé à tout. Et je trouve que c'est un outil qui facilite grandement la vie quand même, hein. Donc, ça fait partie d'un des outils qu'il faut avoir quand vous avez votre cabinet. Parce qu'au-delà, en plus du côté sympa, d'avoir le côté PHV, le côté explication, le côté recherche, avec des outils qui ont été mis en synergie dans Consulta DNR, il y a vraiment ce truc d'être à jour et d'avoir de l'information sur tout ça. Vous pouvez aussi faire appel à un DPO. Il y a aussi des personnes qui sont spécialisées sur la mise en conformité RGPD, qui vont pouvoir faire le point avec vous via des rendez-vous et vous mettre à jour. Ça peut être utile. C'est peut-être des personnes aussi qui peuvent vous guider sur tout ce qui est mention légale, CGV, politique de confidentialité. Ils vont vous aider en tout cas à vous mettre raccord avec ce qui est essentiel. En tout cas, c'est une étape qu'il ne faut pas manquer. En tout cas, dans votre mise en place de cabinet, il faut que vous soyez nickel chrome là-dessus. Donc, le RGPD, il n'est pas réservé aux bases de données informatiques, comme je vous l'ai dit, hein. Si vous faites du traitement de papier, n'oubliez pas vraiment avoir des armoires fermées, de gérer qui a accès aux armoires aussi, hein, parce que si vous travaillez dans un espace où la personne, je sais pas, moi, vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, comme moi, j'ai Margot qui travaille avec moi, par exemple. Si Margot avait la clé, je serais obligée, dans mon processus, de dire que Margot a la clé, qu'elle a accès aux informations, qu'elle a accès aux données, et faire signer à Margot dans son contrat quelque chose qui protège avec un accès de confidentialité, etc. Donc, vous voyez, ça va très loin. Il faut vraiment penser à tout. Par rapport au règlement européen, est-ce qu'il faut encore effectuer des déclarations à la CNIL? Parce que si vous avez connu tout ça il y a plusieurs années, il faut savoir qu'avant 25 mai 2018, on devait faire des formulaires simplifiés de déclaration à la CNIL. Enfin, il y avait vraiment des choses par rapport à ça qu'il fallait remplir. C'est très chiant d'ailleurs, et c'était assez complexe parfois, même avec les formulaires simplifiés, où vous deviez à chaque fois déclarer, machin, ok, j'ai mon site internet, je collecte tel type de données, ça se passe comme ça se passe comme ci, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Toutes les formalités déclaratives, elles ont été supprimées depuis le 25 mai 2018. Donc, clairement, il faut juste vous mettre à fond sur le respect des obligations de fond dont je vous ai parlé, sur tout ce qui est conservation, droit des personnes, sécurité, documentation, etc. Au niveau de la posture et du vocabulaire. Au niveau de la posture, on en a pas mal parlé là pendant l'heure qui vient de s'écouler, mais la bienveillance en naturo, c'est très important. On accompagne des personnes, on ne prétend pas détenir une santé parfaite. Ce que disait Alex justement au tout début, quand on s'est tous rejoints, il faut sortir de la posture du sachant, d'accord? Parce que même si on sait, même si on a les éléments, parce qu'on a été en cours, on a eu la théorie, on a été certifié, faut pas être dans une posture de sachant dans le sens où bah déjà ça va créer un énorme écart avec votre consultant et je peux vous dire qu'en termes d'expérience le mec il reviendra pas, clairement pas, parce que il va se sentir pas bien, il va se sentir en décalé, il va se sentir peut-être même jugé ou pointé du doigt et ça clairement ça va pas lui faire du bien et il reviendra pas. Donc bienveillance, on n'est pas dans le jugement, on va pas s'insurger. Moi, j'ai des consultants des fois qui me racontent des expériences qu'ils ont pu vivre avec d'autres professionnels de santé ou de bien-être même, où ils se sont fait taper sur les doigts parce que dans la nutrition, bah, ils prenaient des produits industriels, parce que ils mangeaient beaucoup de viande, parce que, et je vous passe les expériences et les détails que j'ai pu avoir, mais voilà, on ne s'insurge pas, on essaye vraiment de faire attention à notre discours, au vocabulaire qu'on va employer, aux phrases qu'on va dire dans la relation d'aide et d'écoute active, c'est important. Il va y avoir des périodes, des moments aussi où vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir en consultation et qui vont arriver avec leur bagage
en consultation, et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe de toute façon. On est là pour les aider à dépatouiller un petit peu le bagage, à l'ouvrir, à regarder ce qu'il y a dedans, à chercher un petit peu la cause causale, à essayer de comprendre la problématique qu'ils traversent. Mais ils vont arriver avec des croyances limitantes, d'accord, en matière de santé. Que par exemple, manger de la viande tous les jours pour avoir du fer. C'est là où votre travail commence. C'est identifier ces croyances limitantes-là chez votre consultant parce que ces croyances limitantes-là, elles vont vous poser problème à un moment donné ou à un autre dans votre suivi. Quand les gens, ils vont revenir, quand ils vont essayer de mettre en place le programme d'hygiène vitale, ces croyances limitantes, elles vont poser problème. Donc, plus tôt vous allez les analyser, plus tôt vous allez les sortir et mieux ça va vous aider dans votre suivi et dans la façon d'accompagner votre client. Ça, c'est important. De leur faire comprendre aussi qu'ils sont peut-être mal informés sur leurs besoins réels aussi. Tout ça, ça fait partie de votre job d'éducateur de santé. On n'impose pas de contraintes. L'idée, c'est qu'ils prennent soin d'eux. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un long processus. La personne qui vient au cabinet, qui s'assoit face à vous, il lui a fallu du temps pour venir vous voir. Elle ne s'est pas réveillée à 2 heures du mat pour prendre un rendez-vous et venir vous voir le lendemain. Quoique ça a pu m'arriver. Vous arrivez le matin, vous voyez qu'il y a des prises de rendez-vous en pleine nuit. Mais pour la plupart des gens, c'est un long process. C'est un long process de réassurance déjà, surtout en ce moment où on est pas mal décrié dans les médias. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est dans un registre de peur et se dit bon, j'y vais pas, je sais pas trop si ça peut m'aider ou pas. C'est des gens aussi parfois qui sont en errance, qui sont en souffrance. C'est un petit peu, vous représentez pour eux la last chance en fait, hein. Vous êtes un peu la dernière chance pour eux parce qu'ils ont peut-être le sentiment de ne pas être entendus et écoutés à juste titre dans le milieu de la santé. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Donc votre communication, elle doit être positive, votre écoute active. On ne va pas couper la parole, on ne va pas dire ah mais oui, machin, etc. Non, on laisse la personne parler, on la laisse exposer sa situation, tout en essayant de driver un petit peu la consultation pour éviter l'éparpillement, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Secret professionnel, c'est important dans votre posture. C'est ce qu'on vous disait vraiment tout à l'heure, le secret professionnel. Donc, on ne va pas distiller, on ne va pas raconter à Pierre-Paul Jacques ce qui se passe en cabinet. Savoir se protéger. Protégez-vous. Alors, on parle beaucoup de protection, d'assurance, pro, etc., etc., mais on ne parle pas beaucoup de la protection sur le plan vibratoire et énergétique. D'accord? Vous allez ressortir de certaines consultations littéralement rincé, c'est le terme, rincé, jusqu'à la moelle. Je pense que même, dites-moi en chat là, pour certains et certaines, comment ça se passe parfois pour vous. Moi, j'ai quand même souvenir de pas mal de consultations où je sors rincée. Donc, faites-vous votre petit process, votre petit protocole. Aménagez-vous des instants entre chaque consultation. Parce qu'on va avoir cette tendance aussi au début, quand on se lance à enchaîner un peu les consultations, on est trop content que les consultations soient là et que l'activité démarre et que ça fonctionne. Pour autant, on s'oublie. Et là, en fait, on rentre dans un schéma où on adopte en fait tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est-à-dire tout ce qu'on va dire nous en consultation. Il faut prendre soin de vous, il faut prendre du temps pour vous, etc. Et ben, quand on se lance, on va être le petit hamster dans la roue. C'est il faut aller vite, 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 vite. Il faut que je remplisse mon cabinet, il faut que je fasse mon chiffre, il faut que ah là là, il faut. Et donc du coup, je l'ai vécu moi ce truc-là. Et très vite, c'est la dégringolade. Et on en arrive même, et c'est ça qui est beau, en consultation, on dit aux gens, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et cette phrase, je l'ai sortie plein de fois. C'était au tout début. Et je m'entendais la dire et je me dis, mais tu ne peux pas dire ça, ça craint ce que tu es en train de dire. Et pourtant, c'était d'une véracité incroyable. Donc, ménagez-vous. D'accord? Donc, entre chaque consulte, prenez-vous un quart d'heure, 20 minutes pour redescendre de la consultation. N'oubliez pas que les gens, ils viennent avec un bagage. Vous allez avoir des histoires, vous allez avoir des choses qui vont vous impacter, qui vont vous mettre sur le carreau, clairement. On ne va pas se mentir. Moi, j'ai eu des situations en consultation avec des gens qui sont arrivés avec des bagages très très lourds, d'inceste, de viol, de choses comme ça, où ils vous racontent parce qu'ils ont besoin de le sortir. Donc là, il y a vraiment le cadrage nécessaire de rappeler toujours l'importance d'avoir un suivi psychologique, que le naturopathe n'est pas psy. Donc là, vous recadrez, vous remettez toujours les choses dans le contexte. Mais pour autant, la personne, elle a besoin de se livrer, elle va vous le dire, elle va le raconter. Donc, protégez-vous aussi. Vous faites votre protection comme vous le voulez. Hein. Il y en a, ils se mettent des pierres en lithothérapie. Il y en a, ils ouvrent les fenêtres. Après chaque consultation, ils font une respiration et une méditation.
Trouvez votre truc, mais faites-le. C'est important au niveau vibratoire. Et puis aussi, c'est une façon de respecter le client d'après. Parce que quand vous allez recevoir votre client d'après, vous aurez switché la physiologie, vous aurez switché un petit peu l'état dans lequel vous sortez de la consultation précédente et vous vous remettez dans l'axe pour la consultation d'après. Se mettre à la portée du consultant, clairement, ça c'est très important. Clair, compréhensible, à la portée du consultant. On n'est pas dans la posture du sachant. Au niveau vocabulaire, je sais que vous savez déjà, vous pouvez trouver les infos sur les SPN, sur le blog, mais je vous ai remis quelques infos. On ne peut pas dire anamnèse, on parle de bilan de vitalité, hein. On ne peut pas dire bilan de santé. On n'ausculte pas, on ne fait pas d'auscultation, on ne diagnostique pas, on ne guérit pas. S'il vous plaît, on ne guérit pas. Il y a encore trop de sites en naturo où on voit le terme guérir dessus. Ça, c'est se mettre c'est clairement, on se met un boulet au pied, on se met la chaîne et puis on saute dans la mer, quoi. C'est vraiment ça. Donc ça, on évite. Tout ce qui est médecine douce, médecine naturelle, médecine alternative, ça aussi, combien j'en vois encore dire ça aujourd'hui? Oui, oui, je fais de la médecine douce ou de la médecine alternative. Non, le mot médecine, il n'a rien à foutre là. On n'est pas des médecins, on est des naturopathes. Nous, ce qu'on fait, c'est de la prévention, c'est de l'hygiène de vie. On n'est pas là pour faire du médical. Forcément, pas de médication, pas d'ordonnance, pas de patho, pas de patient, pas de patientèle, hein. On a des clients ou des clientes, clientèle. Pas de prescription, on fait du conseil, on ne fait pas de pronostic, on ne parle pas de santé, on ne fait pas du soin, on ne soigne pas, on n'est pas thérapeute. Même si moi, tout à l'heure, j'ai dit cœur de thérapeute, je me tape, j'aurais pas dû dire ça. On est des professionnels du bien-être. Et on ne traite pas. Il n'y a pas d'histoire de traitement, il y a pas de tout ça. Au niveau de la création de l'expérience client, donc c'est ce que je vous disais, c'est important d'instaurer un climat de confiance. Donc il y a des pièges qui sont à éviter, à déjouer. Je vous en ai donné quelques-uns pendant l'intervention, mais clairement, vous allez faire face à du mensonge chez votre consultant. C'est horrible à dire, mais il y en aura. C'est-à-dire que pendant le rendez-vous, vous allez lui poser des questions, d'accord? Et il y a des moments où la personne va vous répondre et il va y avoir un mensonge qui va se mettre en place. Alors, le mensonge, il peut être conscient, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a conscience qu'elle est en train de vous raconter un bobard, mais elle vous raconte le bobard peut-être pour X ou Y raison. Elle peut avoir honte, elle peut avoir peur. Il peut y avoir plein d'explications possibles. Elle le fait peut-être pas de manière, oh chouette, je vais aller chez le naturo, je vais lui mentir. Non. Donc ça, il faut que vous arriviez à le déceler. D'accord? C'est important. Je vous donne un exemple, la nutrition. D'accord? La nutrition, parfois, quand vous allez faire le bilan nutritionnel avec la personne, vous allez lui demander est-ce que vous mangez ci, est-ce que vous mangez ça? Et elle va se sentir un peu honteuse. Elle va dire non, non, je mange bien, je mange super carré, je mange healthy, ta. Si vous avez un doute, si vous sentez qu'à un moment donné, il y a un truc qui colle pas dans le discours, il y a une petite façon, moi c'est ce que je fais, pour déjouer un peu le truc. Vous la prenez de court. Vous lui demandez les 24 dernières heures ou les 48 heures qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qu'elle a mangé? Généralement, la personne bégaye, rip sur ses mots et ne se souvient pas de ce qu'elle a mangé. Ça, c'est un bon moyen de vérifier un petit peu si... Voilà. Et donc, si ça se passe comme ça, dans votre écoute active et votre relation d'aide, l'idée, c'est de mettre la personne en sécurité pour l'amener à se confier et à vous donner les éléments. Pourquoi c'est important? Parce que si vous n'avez pas les bonnes infos, vous n'allez pas faire le bon PHV derrière. Et la personne qui va revenir en suivi un mois après, il n'y aura pas d'amélioration. Parce que vous n'aviez pas les bonnes infos. Donc ça, c'est important. Il y a tout ce qui va être de l'ordre de l'acte manqué, de l'oubli. D'accord? Ça, c'est relié à notre ami bénéfice secondaire. C'est très dur à entendre, ça, pour le consultant, quand il vient vous voir. Et pourtant, en psycho, c'est quelque chose qui est très important, c'est le bénéfice secondaire à la problématique actuelle. Il y a des personnes qui ont un bénéfice secondaire à être dans l'état dans lequel elles sont. Et votre job en tant que naturopathe aussi, c'est de réussir un petit peu au fur et à mesure des consultations à dénouer ce bénéfice secondaire, à créer le déclic. Parce que plus vous allez réussir à amener la personne sur ce terrain-là, plus vous allez être efficace aussi dans l'applicatif de votre PHV et plus vous allez avoir du résultat. Mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, le bénéfice secondaire, il est coriace, hein. C'est compliqué. Donc très souvent, comment ça se passe? C'est des gens qui sont très motivés, ils arrivent, ils ont vraiment très envie, ils mettent en place, au bout d'une semaine, 2 semaines, ils ont des résultats. Ils sont super contents.
d'accord? Ils vous écrivent, ouais, c'est super, ça va mieux, c'est génial, super, super, super. Et pourtant, de manière cyclique, au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a une rechute. Donc, pour pallier à ça, ce que vous pouvez faire aussi, moi que j'ai fait d'expérience, c'est que lors du premier rendez-vous, je leur dis, quand je vois des gens très enjoués, très motivés, je sens que derrière, il y a un BS. Donc, du coup, je les regarde et je leur dis, c'est super, on va travailler main dans la main, vous allez voir, ça va bien se passer, ça va être génial. Et pour autant, il se peut que dans 2, 3 semaines, un mois et demi, allez savoir. Chaque personne est différente, chaque personne est unique. Vous ayez une rechute, que ça reparte dans le sens inverse, que peut-être les douleurs que vous aviez reviennent. Et c'est OK. Ça fait partie du process. Ça fait partie du processus. Le fait que vous le verbalisiez à la fin du rendez-vous, avant de laisser partir la personne, que vous la laissiez avec cette information-là, elle va s'autoriser à être OK avec ça si ça arrive. Il y a des gens pour qui ça n'arrivera pas parce que du coup, vous aurez décapsulé à ce moment-là le BS et du coup, ça se passera bien. Et il y a des personnes où ça va arriver, mais comme vous l'aurez prévenu, comme vous aurez bardé la chose, elle l'acceptera davantage. Ce sera mieux. Ce sera beaucoup plus simple. Et même, elle vous écrira, elle vous dira, ah, vous aviez raison. Et du coup, là, c'est vous dans votre job aussi de coach, d'éducateur, de lui dire, c'est super. Ça montre que vous réagissez. Ça montre que le processus, que vous êtes en chemin, que vous êtes sur la voie de la transformation. Vous y êtes là, vous le touchez du doigt là. Et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait quand justement vous êtes dans cette situation-là? Vous ressentez quoi? De la colère, de la tristesse? Et là, vous fouillez avec la personne et vous allez encore plus profond dans la cause causale. Vous allez lui faire sortir sur la table la problématique en vous servant de ça. Donc ça, c'est très important. L'éparpillement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous allez avoir des gens qui vont arriver, ils vont vous raconter leur histoire et ça va partir dans tous les sens. On va rentrer dans les constellations familiales, ça va être le truc comme ça. Et vous allez être avec votre questionnaire comme ça et vous allez dire, je suis dans la merde. Là, le rendez-vous va durer 3 heures et là, je suis vraiment dans la merde. Donc, il faut réussir à toujours repositionner le curseur avec vos questions, avec des phrases clés que vous allez peut-être vous préparer en amont. J'entends, je comprends votre problématique, j'entends, je comprends cette situation et vous rebalayez avec la question suivante. Mais du coup, si je comprends bien, vous venez de me dire ça, reformulation. D'où le fait d'être formé à la relation d'aide et à l'écoute active. Ça, c'est vraiment important, vraiment, vraiment, vraiment. Dans la prépa naturopathie, qui est un organisme que j'ai mis en place, vous avez un cours que j'ai créé avec Caroline Desrumini, qui est psy, qui amène ça, justement. La posture du naturopathe en consultation, comment déjouer un petit peu tout ça. Ça peut être important d'aller le travailler. Vous avez des bouquins sur le sujet aussi. Allez chercher dans les livres. Mais en tout cas, faites-vous votre petit cursus, votre petite feuille, votre petit brief à vous, en fait, avec vos petites phrases clés que vous allez utiliser pour vraiment réintégrer la personne. Vous pouvez aussi suivre des cursus en programmation neurolinguistique, en PNL. Ça va beaucoup vous aider dans vos axes de communication pour désynchroniser aussi ou synchroniser au contraire avec votre consultant. D'accord? Quand vous voulez lui induire quelque chose au niveau inconscient, quand vous voulez faire passer un message pour créer le déclic, vous synchronisez avec votre client. Quand vous voyez que ça part dans tous les sens et que vous voulez mettre court à la situation, vous allez travailler la désynchronisation. En tout cas, ce sont des choses qu'il faut connaître. Le praticien doudou. J'ai mis le praticien doudou parce que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention. Vous avez des gens qui vont venir vous voir et qui vont remettre tout en fait dans vos mains en fait. Et ça, ce profil-là de personne, on arrive plus ou moins quand même à le voir et à le percevoir. Il faut faire très attention, ça peut aller très loin. La barrière, la limite, le contre-transfert en consultation, c'est important. Moi, je vais vous raconter un truc. Il m'est arrivé une histoire comme ça avec une consultante qui vient me voir, qui souffre à l'époque d'anorexie, qui ne le verbalise pas. D'accord? On est sur de l'anorexie mentale. Elle ne le verbalise pas, elle ne le reconnaît pas. Elle parle de côlon irritable qui la rend malade et qu'en fait, c'est ça qui fait que, elle est dans cette grosse perte de poids, dans ce côté rachétique, etc. C'est quelqu'un qui malheureusement va pas bien hein, sur le plan psychologique. Donc très vite, je fais en sorte qu'il y ait un suivi psy, etc., etc. Mais ça a complètement dégringolé. C'est une personne qui m'écrivait sur mon téléphone pro 45 fois par jour, qui m'envoyait en pleine nuit
des messages en disant qu'elle allait se suicider parce que je répondais pas assez rapidement, etc., etc. C'est une situation qui m'a bouffée à l'époque, jusqu'à ce que je mette ce qu'il faut en place pour stopper net la situation. D'où le fait aussi de travailler votre posture. On n'est pas des sauveurs, d'accord? On n'est pas là pour sauver les gens. Il y a des gens où vous pourrez rien faire, d'accord? Il y a des gens où ça ne matchera pas en fait. Ce sera pas possible. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Donc, il faut savoir réorienter aussi quand on n'est plus en compétence de pouvoir gérer la situation. Ça, c'est important. Tout ce qui va être décompensation psychologique, faites extrêmement attention à ça. Quand on rentre sur la sphère psychologique, je sais qu'on prend des informations sur les données psycho-émotionnelles dans nos bilans de vitalité, mais faites extrêmement attention. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des gens qui vont décapsuler en pleine consultation parce que vous allez leur poser des questions sur la sphère psycho-émotionnelle et vous allez faire ressortir à l'instant T quelque chose qui fait que du coup, la personne, elle va complètement décompenser en rendez-vous. Si vous n'avez pas les armes pour la renarcissiser, pour la regonfler, pour la remettre à bloc avant qu'elle sorte du cabinet, ça peut décompenser derrière à la maison, ça peut aller loin. Moi, j'ai connu un naturopathe qui a vécu une décompensation psychologique avec un de ses consultants en rendez-vous. La personne a fait une TS en rentrant à la maison. Donc là-dessus aussi, il faut vous barder. Et j'ai envie de vous dire, au-delà de la nat physio, tout à l'heure où je vous disais la nat physio, c'est super important. La psycho aussi. Savoir ce qui est de votre ressort ou non en tant que naturopathe. Réussir à bien jauger la personne qui est en face de vous et à savoir jusqu'à où vous pouvez aller, ça, c'est important aussi. Triangle de Cartman aussi, sauveur, bourreau, victime que vous connaissez. On n'est pas des sauveurs. Et donc, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui peuvent être des manipulateurs, des pervers narcissiques que vous allez avoir en rendez-vous. Donc ça aussi, il faut le jauger, il faut le sentir venir, il faut réussir à mettre la barrière. Il y a la notion de transfert qui est très important aussi en consultation, sur lequel il faut faire, faut être vigilant, quoi, hein. Par exemple, on dit toujours qu'on devient naturopathe parce qu'on a transcendé quelque chose. Il y a beaucoup de naturaux aujourd'hui qui ont transcendé des choses au niveau de la santé et qui ont voulu, à leur tour, accompagner des gens. J'en fais partie, d'accord? J'en fais partie. Moi, je suis venue à la naturopathie parce que j'ai été malade. Quand on s'installe, on se dit, je vais accompagner des gens qui traversent la situation que moi j'ai traversée. Parce que du coup, comme nous, on a un peu tout balayé, tout vu, tout testé, tout machin, on se dit, on va pouvoir accompagner cette typologie de clients-là. Faites très attention. Parce que quand vous allez être en consultation, le discours, le récit de la personne, son histoire, ça va vous toucher. Donc, si vous ne travaillez pas la notion de contre-transfert avec cette personne, vous allez vous embarquer dans son histoire. Vous allez vivre à fond son histoire avec elle. Et même parfois, limite, vous allez avoir envie de partager avec elle. Ah, mais vous savez, je suis passée par là aussi, c'était compliqué. C'est pas notre rôle. Il faut rester à notre place. On n'est pas là pour raconter notre vie. On n'est pas là pour raconter ce qu'on a transcendé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait. On est là pour écouter activement la personne, pour l'accompagner, l'aider dans la révision de son hygiène de vie, dans sa problématique. D'accord? Donc ça, c'est important. Même si parfois, ça nous crie au cœur, qu'on a envie de dire, vous inquiétez pas, je vais vous aider, machin, etc. Ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu d'être et c'est pas le moment, quoi. C'est pas le momentum. D'accord? Donc ça, là-dessus, il faut être extrêmement attentif. Allez, on en arrive au cas pratique. Je vous propose de faire un premier cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez une prise de rendez-vous. Il y a un consultant qui vous indique donc au téléphone qu'il a des épisodes de diarrhée comme motif de consultation. Quelle est pour vous la première question que vous devez impérativement lui poser? Effectivement, on va lui demander depuis quand ça dure pour pouvoir jauger effectivement la chronicité ou non, ou si c'est aigu ou si c'est chronique. Et surtout, est-ce qu'il a vu un médecin? D'accord? Est-ce qu'un médecin a été vu? Est-ce qu'un diagnostic a été posé? Comme vous le savez, des épisodes de diarrhée, ça peut être tout et n'importe quoi à la fois, hein. D'accord? Des épisodes de diarrhée, ça peut être un côlon irritable lié à un stress passager ou à une émotion due, par exemple, à la perte d'un proche, un deuil, etc. Ou un problème au niveau du travail, un burn-out, ça peut être tout à fait ça. Tout comme ça peut être de la plus petite à la plus grosse pathologie. Ça peut être effectivement donc un côlon irritable, mais ça peut être aussi une problématique Crohn, une problématique d'RCH, ça peut être une problématique de cancer aussi. Voilà, on ne prend pas de risque, on demande. Si la personne, elle vous répond qu'elle n'a pas vu de médecin, d'accord, que c'est chronique, ça fait un moment que ça dure, vous pouvez rajouter, mais il y a du sang dans les selles? Est-ce qu'il y a du sang dans les selles? Parce que ça, pour vous, ça peut être un indicateur d'urgence, d'accord? S'il y a du sang dans les selles, là, c'est urgent, urgent. Et donc là, il faut lui dire, non, non, mais là, il faut vraiment aller voir votre médecin traitant.
pour qu'il puisse vous aiguiller vers un spécialiste gastro-entérologue pour aller faire une investigation. Parce que moi, je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, vous en profitez pour rebarder par téléphone le truc. Je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne diagnostique pas, je n'ausculte pas, d'accord? Parce que moi, sur le terrain, je vais vous dire un truc, j'ai déjà des gens qui sont venus en me disant, allez-y, auscultez-moi. Et là, je dis, mais moi, je n'ausculte pas, en fait. Je ne vais pas faire d'auscultation, je ne suis pas médecin, d'accord? Et n'oubliez jamais ce que je vous ai dit tout à l'heure, chasse aux sorcières actuelles, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui vient vous contrôler. Donc, soyez clean dans votre façon de prendre le téléphone, de répondre et de faire vos indications. Deuxième cas, on a Martine qui a 45 ans. Martine, elle est stressée, d'accord? Elle vous explique qu'elle a une période de travail qui est très compliquée, qui est très intense. Ça se passe pas bien avec ses collègues en plus parce que tout le monde est dans le rush. Et elle alterne la constipation et la diarrhée, d'accord? Elle a tendance à sauter des repas parce que comme ils sont tous dans le rush au travail, des fois il y a des midis où elle mange pas. Elle pratique pas de sport parce qu'elle n'a pas le temps. Elle se couche hyper tard parce qu'elle finit ses dossiers vers minuit, 1 heure du matin. Elle se réveille à 6 heures. Elle fait ça 5 jours sur 7. Quelles sont vos réflexions? À quoi vous pensez de prime abord sur ce qui est en train d'arriver à Martine? Sur quelle pente glissante elle se trouve, Martine? Alors, qu'est-ce qui, selon vous, va vous permettre de savoir si Martine, elle est vraiment en burn-out? Qu'est-ce qu'on peut utiliser, nous, en naturopathie, pour déceler ça? Qu'est-ce qu'on va indiquer à Martine? Alors, je vois quelqu'un qui met dysbiose. Oui, la dysbiose, est-ce qu'elle ne serait pas secondaire au burn-out? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le burn-out qui entraîne la dysbiose. Qu'est-ce qui, pour vous, est sous-jacent de l'autre? Enfin, qu'est-ce qui va être prime, qui va primer d'abord dans tout ça? Est-ce que finalement, c'est le système digestif qui s'écroule et au niveau neurotransmetteur, il y a tout qui tombe et avec la situation qu'elle vit, ça entraîne tout ça? Ou est-ce que c'est l'inverse? Dosage cortisol, ouais, on peut très bien lui dire que ce serait pas mal, la petite Martine, qu'elle aille voir un médecin pour faire un dosage cortisol. Même si c'est pas supra fiable non plus, les dosages cortisol qui sont faits dans le sang, enfin, c'est pas jojo quand même ce qui est fait au niveau laboratoire. Il y a des choses qui sont un peu plus efficaces avec les labos LIMS et Barbier, où on fait vraiment un truc salivaire, c'est sympa. Et en plus, il y a les tests aussi avec les neurotransmetteurs, donc ça peut être intéressant. Mais après, vous pouvez aussi lui faire une étude dans votre questionnaire pour aller voir un petit peu la tête des neurotransmetteurs. Parce que vous le savez, dans l'effondrement du burn-out, il y a tout un process qui se met en place avec les neurotransmetteurs et le cortisol. Vous savez qu'il y a les neurotransmetteurs qui jouent un rôle clé. On a la dopamine le matin, on a la sérotonine en fin d'après-midi, on a la mélatonine pour le sommeil. Et on a le cortisol qui est l'hormone du stress, d'accord? Quand le burn-out éclate, le jour où il y a le blackout complet, c'est que le cortisol, il a fini par lâcher. Donc, clairement, vous pouvez lui poser des questions pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des neurotransmetteurs. Est-ce que le matin, elle a du mal à se lever? Si le matin, elle a du mal à se lever, si elle a du mal à enquiller, si elle snooze son réveil plusieurs fois le matin, on a un problème au niveau de la dopa. Il y a la dopa qui est en train de tomber, qui est en train de flancher. S'il y a des coups de barre, si on sent que la personne elle est plus irritable, si on sent qu'elle a des compulsions de sucré aussi en fin de journée, c'est son corps qui raquette en fait. La sérotonine, il y en a vraiment. On est en déficience au niveau de la séro. Donc du coup, ça aussi, ça peut être un bon indicateur. Si la personne, elle ne supporte plus aucun stress, c'est-à-dire qu'elle vous explique que dès qu'il y a un micro-stress dans son quotidien, elle éclate. Ça aussi, ça vous montre que le cortisol, il n'est pas loin de céder. Donc là-dessus, voilà, je vous encourage à regarder dans vos cours ou de regarder sur Internet. Il y a des questionnaires qui existent pour ça. Il y a des choses qui sont très, 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 très bien faites. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit encore disponible, mais à l'époque, moi, quand j'étais sur Paris, Bionutrix, ils avaient fait un questionnaire sur les neurotransmetteurs où vous pouviez en quelques secondes doser avec les questions, en fait, l'aspect séro et dopa de votre client. Mais bon, clairement, le burn-out, le profil, vous allez le sentir tout de suite. Mais là où c'est important, c'est que comme on sait qu'il y a un axe intestin-cerveau quand même qui est hyper puissant, et qu'on dit vraiment que le microbiote, c'est un organe à part entière, il faut bien comprendre une chose, c'est que parfois, vous allez avoir des gens
qui sont en décompensation au niveau émotionnel, au niveau psy, mais parce qu'il y a le digestif qui est en premier lieu, en fait, qui va pas bien. C'est terrible. Et ça, souvent, vous allez voir, les profils digestifs qui s'effondrent avec l'émotionnel qui est sous-jacent, c'est des gens aussi qui ont des problèmes de lombaires. Parce qu'il y a un phénomène d'adhérence entre le digestif et les lombaires, en fait. Et ça, vous pouvez le calibrer de suite dans votre bilan de vitalité. Cas numéro 3, Caroline, 58 ans, elle est en léger surpoids. Elle a une problématique de cholestérol. Elle a du mauvais cholestérol, Caroline. Donc, du coup, elle est sous statine. Et elle vous appelle parce qu'en fait, elle souhaite un accompagnement en naturopathie. Et lors du rendez-vous, donc elle est dans votre cabinet, elle est assise en face de vous, elle vous précise qu'elle veut remplacer les statines par des plantes. Parce qu'elle a vu Pierre-Paul Jacques sur Instagram qui disait que les statines, c'était pas bon pour le cœur. Et donc, du coup, ça lui fait peur. Et elle veut absolument, absolument arrêter son traitement. Vous faites quoi? Exactement. Ce n'est pas notre rôle. On n'a pas à prendre cette décision avec elle, en fait. Ça, c'est pas OK. Et vous allez vous frotter à ça très souvent. Je vous le dis. J'ai vu des milliers de personnes ces 7 dernières années en consultation. Si je devais donner une échelle, je crois que ça m'arrive une fois sur 3 consultes. Euh, où la personne, elle vient, elle est en hypo, elle est en hyper, elle est sous traitement, elle est sous statine, elle prend une pilule spécifique par rapport à l'endométriose. Enfin bref, vous allez avoir de tout, d'accord? Et plus ou moins fort, hein, d'accord? Traitement de cancer aussi, hein, chimio et compagnie. Et là, on va vous dire, ah non, mais moi, je veux des plantes. OK. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous rebardez. Une fois de plus, je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas habilitée à prendre ce type de décision. Je vous encourage à vous rapprocher de votre médecin. Votre médecin doit être au courant que nous nous voyons, que nous avons un travail ensemble sur votre hygiène de vie. Je suis là pour bosser votre hygiène de vie et rien d'autre. Je comprends votre inquiétude par rapport au poste de Pierre-Paul Jacques que vous avez pu avoir pour les statines. Je vous recommande d'en parler avec votre médecin qui puisse mieux vous éclairer sur le traitement que vous prenez. Il sera le meilleur habilité à faire cela. Moi, je vais vous aider sur l'hygiène de vie et sur tout le reste. Pour se blinder, on se le renote dans le PHV qu'on lui fait. Bien sûr, tout à fait, toujours tout bardé, c'est important. Très, très important. Dernier cas, Josiane, 40 ans, diagnostiquée hypothyroïdie, souhaite un accompagnement naturopathique pour compléter son traitement allopathique. Donc là, Josiane, elle a tout compris, elle veut compléter son truc. Quels sont les premiers agents naturels à travailler dans une hypothyroïdie? N'hésitez pas à en décrire un, si vous avez des pistes, mais à quoi vous pensez? Vous allez travailler quoi si vous deviez faire un trio gagnant? Iode. Alors, l'iode. Attention, l'iode. Est-ce qu'on est sûr que la personne, elle est carencée en iode? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne, elle se nourrit. Il ne faut pas oublier que cette personne, elle habite quelque part. Donc, est-ce que cette personne, elle habite proche de la mer et elle fait des balades proches de la mer et elle capte son iode comme ça? Est-ce que cette personne, dans son alimentation, elle n'a pas des apports iodés parce que son endocrine lui a dit que c'était bien de faire attention à ça? Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, est-ce que au niveau endocrine, vous avez eu un bilan? Est-ce que votre iode, c'est bon? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lui dire, bah, ce serait bien de poser la question à l'endocrinologue la prochaine fois que vous le voyez. En attendant, vous misez sur l'alimentation. Et si entre-temps, elle fait le truc et qu'elle est extrêmement carencée, ça peut être chouette de lui donner une supplémentation en micronutrition. Chrononutrition, tyrosine, iode, cofacteur sélénium. Yes. Alors, au niveau du sélénium, déjà, dans l'alimentation, c'est cool, quoi. Le zinc aussi. Éviter les aliments goitrogènes, nickel. Microbiote, porosité. Good job, Anne. Ouais, on va regarder le microbiote et la porosité intestinale. Ça, je vous le mets dans le mille à chaque fois. Dans tous les cas d'hypothyroïdie que j'ai eu, on a la porosité intestinale. À revoir. Bilan thyroïdien chez l'IMS, oui, on peut demander à la personne d'aller voir un médecin fonctionnel éventuellement pour faire le point à ce niveau-là. Travail sur système nerveux pour équilibre hormonal. Et oui, parce que forcément, quand on a la thyroïde qui flanche, il faut savoir que ça fait un moment que ça flanche sur le système glandulaire. Hein. C'est pas neuf, hein. D'accord? Donc très souvent, on a des gens qui ont les surrénales par terre
On a tout le parcours, tout le process, hein, de haut en bas. Quand on récupère le parcours et qu'on pose tout à plat, il y a tout qui est vrillé, il y a tout qui est contorsionné. Donc, il faut repartir de la base. À quel moment ça a pêché? À quel moment il y a eu une bascule, en fait? Et c'est ça qu'il va falloir travailler pour trouver le point d'axe, le point d'origine. Parce que c'est qu'en réglant le point d'origine que vous allez rétablir aussi la situation. Dopamine avec rituel du matin, oui, parce que souvent les hypothyroïdiens, de toute façon, c'est des gens qui s'oublient. C'est des gens qui sont tout le temps fatigués parce qu'ils ont à un moment donné trop carburé et le système a lâché. Est-ce que vous voyez d'autres pistes? Ouais, surrénal, surrénal, surrénal. Épinette noire, ouais, épinette noire, c'est très bien. Alors, toujours attention aux contre-indications avec l'épinette noire et comme tout autre produit en agent naturel. Mais oui, épinette noire, c'est bien. Gestion du stress, oui, gestion du stress, clairement. Exercice doux, oui, respiration. On y va en douceur avec les hypothyroïdiens parce qu'ils sont fatigués. Ils sont capoutes, capoutes, capoutes. Et à contrario, les hyperthyroïdiens, il faut les redescendre. Les hyperthyroïdiens, souvent en Ayurveda, c'est des Vata++, hein, qui sont en excès de Vata, ils se sont envolés dans les airs. Donc il faut les reprendre, les faire bosser en stratégie d'ancrage dans la terre. On les ramène sur la terre un petit peu. Bon, bah, c'est nickel. Un grand merci. Merci Charlotte. Merci à Merci tous. Delphine. Bye bye à tous.